Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Je suis un chat de Natsume Soseki. Au programme du soir, le chapitre 5, c'est le 5e épisode. Pour cette série, je fais un chapitre par épisode, grosso modo. Pour le moment, ça a toujours été le cas, je pense que ça sera le cas jusqu'au bout. Donc a priori, on devrait être parti pour 11 lives, si je ne m'abuse. Comme d'habitude, les épisodes précédents, vous pouvez les trouver sur la playlist YouTube qui se nomme tout simplement Et si on lisait Je suis un chat. Et si vous regardez cette rediffusion, cette vidéo-ci sur YouTube en rediffusion, n'hésitez pas à checker la barre de lecture de la vidéo ou la description de la vidéo. Et normalement, il y aura un chapitrage, enfin, je vais pas dire chapitrage parce que pour pas croiser les effluves avec, avec le chapitrage de l'œuvre, mais grosso modo, vous avez une organisation en différentes parties où vous pouvez passer l'introduction du live, vous pouvez passer les pauses que j'effectuerai dans la lecture. A priori, je devrais en faire qu'une ce soir. Donc voilà, tutti quanti, as usual, j'ai envie de dire. Une nouvelle semaine qui commence, le premier live de la semaine ce soir, comme bien souvent, le mardi c'est souvent le premier live de la semaine anyway. Je peux d'ores et déjà vous dire un petit peu ce qui va se profiler cette semaine. Live de lecture ce soir, live de lecture vendredi à 21h comme d'habitude. Live de découverte de l'univers de League of Legends à partir de dimanche 15h. Ça ne change pas. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir de retrouver un épisode un peu plus traditionnel, je vais dire, de découverte ce dimanche. C'était très agréable. Donc voilà, ça c'est pour les lives sûrs et certains. Et après, pour les lives un petit peu chaotiques, ceux qui viennent un petit peu au fur et à mesure du temps, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter ou Discord comme d'habitude pour être prévenu en temps et en heure. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il devrait y avoir la suite du gameplay sur The Wolf Among Us, un jeu que j'ai commencé la semaine passée et que j'ai beaucoup apprécié, pour le moment 2 épisodes. On va passer au 3e, il y en aura 5 en tout a priori. Et pour le moment, je m'amuse de fou, je suis extrêmement agréablement surpris, j'aime beaucoup ce jeu. Donc ouais, franchement très bonne expérience pour ma part et j'ai bien hâte d'y retourner. Donc il est probable qu'il y ait un épisode dessus, soit demain, soit jeudi, soit samedi. Je pense que c'est les jours les plus probables, mais en vrai, ça peut arriver n'importe quand. Donc encore une fois, je vous invite plutôt à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de tout ça. Sinon, en rendez-vous sûr aussi entre nous, il y aura un live, mais pas sur ma chaîne, ce jeudi. Ça sera un live chez Cora, notre amie Cora, mais cette fois-ci, pas vraiment pour le jeu de rôle, quoique, indirectement, puisque le jeu de rôle, je vous l'ai dit, c'est terminé il y a de cela 1 semaine et demie maintenant. Donc là, on va se retrouver pas pour la suite du jeu de rôle, mais pour une sorte de débrief, parce que c'est vrai que on a tenu ce jeu de rôle sur, je dirais, à peu près 10-11 épisodes, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça a été de longues semaines, de longs mois, et on a plein de souvenirs. En vrai, moi, ça me fend un petit peu le cœur que ce soit terminé, l'air de rien. Ça fait un petit truc. Donc ouais, j'ai hâte qu'on fasse ce dernier épisode, cet épisode un petit peu bonus, où on va faire une rétrospective de tout ce qu'on a pu vivre ensemble, avec Cora, le Jérôme légendaire, Steredenko, ou encore Easy Hug. Donc voilà, ça va être très sympa, je pense. Et puis on va certainement apprendre des secrets bien gardés par notre cher maître du jeu Cora, puisque il y a plein d'indices, plein de détails, plein de pistes qu'on n'a pas forcément suivies. Et donc voilà, on va avoir un peu la révélation de ceux qu'il avait bossé sans qu'on ait eu l'occasion de le voir au cours des parties. Donc ça va être intéressant, ça va être très intéressant, ça va faire un petit peu making of, un petit peu souvenir, ça va faire plein de choses. Donc ça va être très cool je pense. Donc voilà, ça c'est un autre rendez-vous sûr de la semaine. Encore un autre rendez-vous sûr, au final on se retrouve pas mal de fois de manière certaine cette semaine quand même. A priori, vous devriez me retrouver sans souci pour une nouvelle veillée. Ça sera sur Discord uniquement. Donc voilà, maintenant je fais une veillée le dimanche de 21h à minuit sur mon Discord. Si vous voulez, vous pourrez me rejoindre sur la place publique. La place publique, c'est mon vocal principal sur mon Discord. Donc voilà, si vous voulez, de 21h à minuit le dimanche, je suis disponible là-bas. On peut parler, on peut partager, on peut jouer à des jeux, on peut faire tout un tas de choses. D'ailleurs, la veillée de ce dimanche était vraiment excellente. En tout, vous êtes 11 personnes, je crois que j'avais calculé,
En tout, vous êtes 11 personnes à être passées. Donc déjà, bah, merci beaucoup à vous tous, ça me touche extrêmement. Et franchement, on s'est bien tapé des barres avec tout le monde. On se fait notamment des parties en ce moment de AI Dungeon. Bon, excusez ma prononciation, mais en gros, vous savez, ce logiciel qui fait qu'une intelligence artificielle vous crée une histoire un petit peu de jeu de rôle en somme. Donc ça c'était très très drôle, on s'est beaucoup marré, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Et je pense que à terme on va faire ça en live parce que c'est vraiment drôle, c'est vraiment sympathique. Donc il y a moyen que ça arrive en live, ça un de ces jours. Donc voilà, ça ce sera un rendez-vous de plus cette semaine. Et je pense avoir tout dit. Je vais faire un rapide détour pour vous parler d'autre chose qui est beaucoup moins sympathique pour le coup. Vous savez qu'en ce moment, pour la nouvelle saison, je voulais faire un up. Je voulais faire une amélioration de mon setup. Donc voilà, je voulais un deuxième écran, je voulais un meilleur casque, je voulais tout un tas de choses en fait. Potentiellement des lumières pour éclairer ma face, mais bon ça sera pas tout de suite a priori. Une nouvelle caméra que je n'ai toujours pas reçue, bon bref, passons. Mais, il y a un gros problème, c'est que je suis pas loin d'avoir le setup dont je rêvais. Et il y a un point noir au tableau qui est que mon PC tire vraiment la gueule. C'est-à-dire que ces derniers temps, quand j'ai fait des sessions de jeu sur Sea of Thieves qui est un jeu que j'adore par-dessus tout et sur lequel j'ai fait beaucoup de live déjà, et que je prévoyais encore pour le futur de faire beaucoup de live, et dont je prévoyais encore de faire beaucoup de live, voilà, bref. C'est fort compromis puisque toutes mes dernières parties j'ai crash. Mon PC en fait a tendance à souffler énormément et surtout à surchauffer. Donc c'est pour ça qu'il souffle, il essaie d'évacuer la chaleur mais le pauvre il n'y arrive pas. Donc voilà, a priori les PC gaming sont connus pour surchauffer beaucoup. Plus récemment j'ai appris dans des reviews que mon modèle de PC en particulier est d'autant plus connu pour surchauffer de manière excessive. Donc déjà ça commence à faire vraiment peur. Et là ces derniers temps, comme je le disais, c'est carrément des crashs qui ont survenu quand je jouais par exemple à Sea of Thieves. Ou récemment j'ai essayé ceux qui connaissent, j'ai essayé de lancer le jeu Spellbreak par exemple. Et pareil mon PC a crash. Donc vraiment je suis dans une misère, dans une galère. C'est un problème qui n'était pas du tout prévu et qui m'emmerde au plus haut point. Je vais encore faire quelques tests parce que j'ai encore quelques idées sous la main pour peut-être parvenir à, on va dire, à contrer ces chaleurs abusives. J'ai déjà mis en place tout un tas de choses. D'ailleurs, vous remarquez certainement que la position de la caméra n'est pas celle de d'habitude, tout simplement parce que j'ai dû surélever mon PC de manière oblique, n'est-ce pas? Il est penché comme ça. Donc du coup, voilà, la caméra ne peut pas être positionnée comme auparavant, donc vous n'avez pas exactement le même cadrage. Donc voilà, ça fait partie des micro-choses que j'ai pu faire pour essayer d'améliorer la survie de mon PC. J'ai encore quelques trucs sous la main, donc je vais attendre encore quelques jours parce que le truc c'est que j'essaie de faire ça vraiment de manière méthodique. C'est-à-dire que dès que j'emploie une nouvelle méthode, j'essaie de l'utiliser pendant 3-4 jours, histoire de voir pendant 3-4 jours comment ça se passe, si ça réussit sur tous les logiciels, sur tous les jeux, et aussi sur des applications un peu lourdes que je peux utiliser, voir voilà, si vraiment ça tient le coup, si ça améliore vraiment la condition de mon PC, et ainsi de suite. Donc voilà, j'essaie de faire ça de manière méthodique, de bien analyser tout ce qui se passe, et de faire ça au mieux en fait, tout simplement. Donc tout cela fait que ça prend du temps, j'ai encore quelques micro-tests à faire. Donc voilà, je vais laisser le temps de faire tous ces tests. Une fois que j'aurai fait tout ça, si c'est toujours la misère, ce que je crains, parce que malgré tout j'ai déjà fait beaucoup de choses, et je vois que l'état de mon PC ne s'améliore pas excessivement. Donc je pense que je vais être forcé de le faire mener en réparation. Et ça me fait chier à l'infini. Je vais passer sur les raisons du pourquoi, du comment ça me fait chier, mais sachez en tout cas que, vous l'aurez compris, ça aurait une incidence sur les lives, puisque j'aurai une pause forcée, forcément. Donc voilà, ça m'emmerde vraiment profondément, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais je crois qu'on va devoir y arriver. Je vous tiens au courant de ces avancées-là. Sachant que, a priori, pour streamer The Wolf Among Us, il n'y a pas de souci. Le jeu n'est pas si gourmand que ça, donc ça se passe bien.
Par contre, par exemple, je voulais vous streamer la mise à jour de Sea of Thieves qui pop demain. Pour vous en faire la présentation comme d'habitude, je crois que je vais pas le faire. Parce que, à présent, je suis capable de faire des sessions de Sea of Thieves sans crash. C'est déjà une amélioration. Mais mon PC chauffe très très fort malgré tout. Il est vraiment à la limite. Donc, je me dis, si en même temps je mets le stream, c'est très risqué. Et même s'il est à la limite et que ça tourne, j'ai pas envie de m'amuser à l'amener à des températures excessives. Donc voilà. Je pense que c'est pas beau pour lui anyway, même si je crache pas. Donc bon, voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment emmerdé ces temps-ci, ça me fait vraiment chier. Je suis dans... En fait, ça me frise un petit peu, c'est bizarre hein, ce que je veux dire, mais ça me frise un peu toutes mes activités parce que j'ai que l'esprit à ça. J'ai que l'esprit à essayer de faire que mon PC tienne le coup. Et du coup, par exemple, je dis n'importe quoi, mais hier, j'ai joué à plein de jeux vidéo tout au long de la journée pour essayer de voir un petit peu sur différents jeux vidéo comment ça pouvait tourner, si ça chauffait, et ainsi de suite. Et littéralement, c'est presque comme si j'avais pas joué, c'est-à-dire que littéralement, je passais mes parties à observer les graphes de mon PC, à dire ah ok, là c'est tel truc qui chauffe quand je fais ça, ok, là c'est telle partie qui est sollicitée. Ah ok, là c'est tel truc qui fonctionne, voilà. Donc vraiment, je passe mon temps en ce moment à faire ça, vraiment. Enfin bon, bref. C'est un peu chiant et je vais essayer de tout faire pour sauver mon PC, mais ouais. Ça craint et je vous tiens au courant, mais ça craint. D'ailleurs, j'en dis pas plus, mais il y a une autre chose qui risque de faire que, je pense, dans les... Pas cette semaine ça devrait aller, mais je pense que dans les 2 semaines après, les lives vont être un petit peu plus incertains, il y aura peut-être des désistements. Je vous dis pas pourquoi, parce que c'est aussi, paradoxalement, une chose qui peut vous concerner et qui peut faire que vous allez avoir davantage de live et faire que potentiellement vous allez avoir des petites surprises en live. Voilà, j'en dis pas plus parce que il y a encore rien de prévu de manière certaine, mais voilà, sachez que pas cette semaine, mais les 2 semaines suivantes, il y aura peut-être le retour d'anciennes émissions, il y aura peut-être des concepts un petit peu uniques, un petit peu spéciaux, des soirées même un petit peu spéciales, enfin voilà, il y aura peut-être des trucs, pour le coup, les lives chaotiques je pense porteront bien leur nom. Bref, j'en dis pas plus, motus bouche cousue. Bonsoir Zikael, bienvenue sur le live, comment tu vas cher ami? Moi je vais très bien, merci de le demander. En gros, c'est ça le truc qui m'emmerde, hein, c'est que je vais très bien. Le seul point noir, c'est que le PC fait défaut, et ça me pète les couilles, à l'infini. Bref, je vous invite à vous installer, chers amis. Santé à tous. On va pouvoir se lancer assez rapidement. Ce soir, je pense que je vais avoir 2 seulement phases de lecture. 2 fois 15 minutes, je pense que je vais faire un truc comme ça. Ou bien 15 et 18 minutes, si je me rappelle bien. Parce que, ouais, dans l'après-midi, j'ai regardé vite fait où est-ce que je pourrais couper sans que ce soit trop bizarre. Vous le savez, sur cette œuvre, je trouve jamais de coupe très évidente, mais bon. On verra, on avisera, on avisera. On approche de la moitié de l'œuvre. On n'y est pas encore, mais on en approche. De toute manière, comme je le disais, je fais un chapitre par live. Et je crois qu'il y a 11 chapitres. Donc a priori, on devrait faire 11 lives. La dernière fois, j'avais reapprécié un peu davantage l'œuvre. Parce que c'est vrai que le chapitre... alors, le chapitre 1, j'avais trouvé ça génial. J'avais été subjugué. Chapitre 2 et 3, on était tombé de plus en plus dans l'abîme. Et je m'ennuyais. C'était vraiment, je m'ennuyais et je me faisais chier, clairement. Je ne mâche pas mes mots, mais c'est vrai, il faut le dire. Donc vraiment, j'étais déçu à l'infini. Chapitre 4, la dernière fois, soudainement, j'ai repris un peu espoir, j'ai été un peu embarqué de nouveau dans l'histoire. Donc on va espérer que ça reste sur cette pente ascendante. La dernière fois, je pense que ce qui m'a fait kiffer, c'est le personnage de Suzuki. Nouveau personnage que j'ai bien apprécié. Et les interactions qu'il a pu avoir avec Meitei, avec Kushami, ou avec la famille Kaneda, qui a pas mal fait avancer en fait une histoire. C'est-à-dire que là, enfin, il y a une aventure qui se met en branle. Il y a des actions qui impliquent d'autres actions. Voilà, il y a une structure qui commence à se dégager de tout ça par rapport au mariage de Kangetsu avec la fille Kaneda.
Voili voilou. Sur ce les amis, je vais me lancer sans plus de cérémonie pour une 25aine, 30aine de minutes je pense de lecture. Et ensuite, petite pause, ensuite, 30 minutes de lecture, et puis ensuite, on se dit au revoir, quoi. On se fait la bise, on se fait une bouffe à l'occasion. Bref. Bonne écoute à tous, bonne écoute Zickel, bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Chapitre 5. Si on écrivait sans rien omettre tout ce qui se passe en 24 heures, il faudrait au moins 24 heures pour le lire. Et moi-même, qui prêche le style descriptif, je dois reconnaître que c'est un tour de force au-dessus de mes moyens. Je regrette donc de ne posséder ni les capacités, ni la persévérance nécessaires pour présenter au lecteur toutes les excentricités et bizarreries que mon maître fait en une journée, et qui mériteraient une description détaillée. Je le regrette, mais qu'y faire? Un chat aussi doit se reposer. Après le départ de Suzuki et Meitei, tout redevient calme, comme par une nuit où la neige tombe doucement quand les derniers vents d'automne ont cessé de souffler. Mon maître s'enferme, comme d'habitude, dans son bureau. Les enfants dorment dans la chambre de Sinat, l'un à côté de l'autre. Dans la pièce du sud, séparée de celle des enfants par une porte coulissante, ma maîtresse dans son lit allaite sa fille, Menko, qui va avoir 3 ans à notre manière de compter. Le soleil est tombé rapidement à l'horizon, qu'on dirait brumeux de fleurs de cerisier, et des échos de sandales de bois tout proches arrivent de la rue. Quelques mesures de flûte chinoise voltigent de la pension voisine, s'interrompent par moments et engourdissent les oreilles assoupies. Le monde extérieur doit être à cette heure indécise où tout va pour s'endormir sous une lune légèrement voilée. J'ai expédié une coquille d'ormier, pleine de bouillon de pâte de poisson pour mon dîner, et avec le ventre que j'ai, il me faut un peu de repos. J'ai vaguement entendu parler d'un phénomène dans le goût des haïkus qu'on appelle amour de chat dans le monde, et on dit que mes congénères, dans le quartier, errent çà et là, certaines nuits au lieu de faire de beaux rêves dans leur sommeil, mais je n'ai jamais encore été affecté par ce changement sentimental. L'amour est une force universelle. De Jupiter dans les cieux jusqu'aux vers et courtilières grouillant dans la terre, toute la création s'y adonne. Quoi de plus normal que nous, les chats, tout heureux de la lune voilée, nous adonnions aussi à la romance aventureuse. Moi-même, à la réflexion, je me souviens que je me suis fort préoccupé de Mikeko. On dit même que Tomiko, la fille de Kaneda, le promoteur des 3 choses à oublier, est tombée amoureuse de Kanketsu. Je ne veux surtout pas mépriser les chats et chattes de cette vaste terre qui errent çà et là en délire, le cœur distrait sous les magnifiques nuits de printemps, emportés par leurs instincts. Seulement, je n'en ai pas l'humeur moi-même, malgré tout ce qui peut m'y inciter. Je ne désire que le repos pour le moment. Avec une pareille envie de dormir, l'amour est hors de question. D'un pas lourd, je vais me coucher au pied de la couverture des enfants, et m'endors avec satisfaction. Quelque temps plus tard, j'ouvre les yeux et je vois mon maître, enfin sorti de son bureau, allongé dans le lit voisin de celui de sa femme. Il a l'habitude d'apporter dans son lit un petit livre écrit en alphabet occidental, mais il n'a jamais lu 2 pages de suite de ce livre. Il lui arrive même de le poser simplement près de son oreiller et de s'endormir sans le toucher. Je ne vois pas l'intérêt de se charger d'un livre dont on ne lit même pas une ligne, mais cela, c'est tout mon maître. Sa femme peut se moquer de lui, ou lui dire de cesser ce manège. Il ne veut rien entendre, et prend la peine d'apporter chaque soir un livre qu'il n'ouvre pas. Il en apporte même parfois 3 ou 4 dans sa soif de savoir. Ces temps derniers, il est venu chaque soir au lit avec l'énorme dictionnaire anglais Webster. C'est une maladie de mon maître, qui ne peut s'endormir sans livre près de son oreiller, comme ces extravagants qui n'arrivent pas à fermer l'œil s'ils n'entendent pas le ronronnement d'une bouilloire. Ainsi, pour mon maître, un livre ne sert pas à la lecture, mais à s'endormir. C'est un somnifère imprimé. Je pense qu'il y aura encore quelque chose de nouveau cette nuit, et je jette un coup d'œil autour de moi. Un petit livre rouge est à moitié ouvert juste au bout des moustaches de mon maître, comme pour l'étouffer. Mon maître dort, le pouce de la main gauche dans le livre. Il a donc dû lire 5 ou 6 lignes ce soir, par extraordinaire. À côté du livre se trouve comme toujours sa montre de poche en nickel, jetant un éclat froid dans cette douce nuit de printemps. Ma maîtresse a écarté d'elle son bébé. Sa tête a glissé de l'oreiller et elle dort, bouche ouverte et en ronflant. De tout ce qui est déplaisant à voir chez les humains, je crois que le sommeil avec la bouche béante est le spectacle le plus laid. Jamais un chat n'a souffert une telle honte. La bouche sert à faire des bruits, et le nez à aspirer et expirer de l'air. Dans le nord du Japon,
Les gens sont paresseux et évitent le plus possible d'ouvrir la bouche. Le résultat est qu'ils parlent du nez, mais c'est moins laid que de fermer le nez et d'utiliser la bouche à sa place. Et d'abord, on s'expose à un risque, si une crotte de souris tombait du plafond. Un coup d'œil vers les enfants maintenant. Elles sont vautrées dans leur lit, dans une posture aussi relâchée que celle de leurs parents. Tonko, l'aîné, a étendu le bras droit sur l'oreille de sa sœur, comme pour affirmer un privilège d'aînesse. Sa sœur, Sunko, est arquée en arrière, une jambe sur le ventre de Tonko pour prendre sa revanche. Elles ont toutes deux fait une rotation de 90 degrés depuis qu'elles se sont endormies. Mais leur position peu naturelle ne les empêche pas de dormir à poing fermé et sans se plaindre. La lumière des lampes au printemps est très spéciale. Au-delà de cette scène candide, mais sans élégance, elle brille d'une lueur qui inspire, comme pour inviter à goûter cette belle nuit qui passe. Je regarde autour de moi, en me demandant quelle heure il peut être. Tout est d'un calme parfait, à part le bruit de l'horloge, le ronflement de ma maîtresse et le grincement des dents de la bonne quelque part dans la maison. La bonne refuse de croire qu'elle grince des dents pendant son sommeil. Elle s'obstine à affirmer qu'elle n'a jamais grincé des dents et ne songerait pas à s'excuser ou à promettre de se corriger. Non, elle persiste à affirmer que cela ne lui est jamais arrivé. Bien sûr, si elle dort en pratiquant cet art, elle ne peut pas le savoir, mais qu'elle le sache ou non, le fait reste pour notre embarras. Le monde est plein de gens qui agissent mal tout en se croyant dans leur bon droit. Ils sont convaincus de leur innocence, ce qui part d'une candeur plaisante, mais la candeur n'a jamais supprimé une réalité gênante. Ces gens doivent appartenir à la même espèce que la bonne. Ah, la nuit est bien avancée, dirait-on. Deux coups sourds et légers retentissent, en provenance des volets de la cuisine. Tiens, personne ne peut venir à une heure pareille. Encore une souris, certainement. J'ai décidé de ne jamais m'occuper de ces bestioles, et elle peut danser autant qu'elle le veut. Encore ce choc sourd. Après tout, ce n'est peut-être pas une souris, ou alors elle est remarquablement prudente. Les souris de la maison de mon maître, comme les élèves de son école, croient comme à une mission divine qu'il leur est échu en partage de se livrer à toutes sortes de tapages jour et nuit, et de saccager les rêves de mon pauvre maître. Elles n'ont aucune raison d'être aussi réservées. Non, ce n'est pas une souris, ou alors pour des animaux qui n'ont pas hésité, récemment, à faire éruption dans la chambre pour grignoter le bout du nez du professeur Kouchami et repartir en guaurant de victoire, cela manque singulièrement de panache. Cela ne peut pas être une souris. Voici maintenant le grincement d'un volet qu'on soulève, et en même temps la porte coulissante glisse, doucement, lentement dans ses rainures. C'est de moins en moins une souris. C'est un homme. Une visite à cette heure de la nuit sans avertissement, et en forçant la fenêtre de la cuisine. Ce ne peut être ni Maitei ni Suzuki. Ce ne peut être qu'un de ces honorables cambrioleurs dont j'ai déjà entendu mentionner l'existence. Dans ce cas, je veux avoir l'avantage de voir son visage au plus vite. Monsieur le cambrioleur semble avoir fait 2 pas dans la cuisine, de ses gros pieds boueux. Le 3e pas a dû le faire trébucher sur la trappe du plancher, car un claquement sec ébranle la nuit. J'ai l'impression qu'on m'a passé une brosse à chaussures à rebrousse-poil dans le dos. Le silence pendant un moment. Ma maîtresse bouche béante est tout occupée à aspirer et expirer paisiblement de l'air. Mon maître doit rêver que son pouce est prisonnier entre les pages d'un livre. Et voici que l'on entend frotter une allumette dans la cuisine. Même un cambrioleur ne voit pas aussi bien que moi dans l'obscurité. C'est mal commode pour lui et cela doit le gêner. Je m'accroupis et considère si le cambrioleur va apparaître de la cuisine en allant vers le salon, ou s'il va tourner à gauche pour aller dans le bureau en passant par le vestibule. Un bruit de porte qui coulisse, et les pas se dirigent vers la véranda. Il vient d'entrer dans le bureau. Puis encore le silence. Je m'aperçois alors que je voudrais bien réveiller mon maître et ma maîtresse. Mais comment faire? Des idées irréalisables me tournent dans la tête comme un moulin, mais je ne trouve rien de faisable. J'essaie de secouer le coin de la courte pointe 2 ou 3 fois avec mes dents sans résultat. Je tente encore de frotter mon nez froid contre le visage de mon maître, mais il reste endormi et me frappe rudement sur le nez en étendant le bras. Le nez est un endroit sensible chez les chats, et la douleur est insupportable. De guerre lasse, j'essaie de lancer 2 miaulements pour réveiller mon maître, mais allez savoir pourquoi, quelque chose bloque ma gorge, et je me retrouve sans voix. Enfin, à ma grande surprise, j'arrive à émettre péniblement un petit miaou hésitant. Mon maître ne semble toujours pas s'éveiller, et voici que brusquement, on entend le bruit des pas du cambrioleur. Il se rapproche en faisant craquer les planches de la véranda. Cette fois, il arrive ici. Il ne me reste plus rien à faire, et je me cache rapidement entre une porte coulissante et un coffre à vêtements, puis j'observe les événements. Les pas du cambrioleur s'arrêtent net devant la porte de la chambre.
Je retiens mon souffle et attends anxieusement ce qu'il va faire. J'ai pensé par la suite que si je pouvais me concentrer ainsi pour attraper des souris, tout serait facile. Je suis tendu comme si mes esprits vitaux allaient jaillir de mes yeux. Grâce à ce cambrioleur, je viens de me découvrir moi-même, faveur qui n'arrive qu'une fois dans la vie. Soudain, le troisième cadre de la porte de papier change de couleur en son milieu, comme s'il était mouillé de pluie. Quelque chose de rose clair apparaît, graduellement, à travers le papier qui bientôt se déchire, et voici qu'en sort brusquement une langue toute rouge, qui rentre aussitôt dans l'obscurité. Elle est remplacée par quelque chose qui brille de façon terrifiante de l'autre côté du trou. Aucun doute, c'est l'œil du cambrioleur. Chose étrange, cet œil semble ne rien voir de ce qui se trouve dans la chambre, et me fixer moi seul derrière mon coffre à vêtements. Cela ne dure qu'une minute à peine, et quand on est regardé fixement de la sorte, on a l'impression que la durée de sa vie diminue. À bout de résistance, je me décide à bondir de ma cachette pour me sauver, lorsque la porte de la chambre s'ouvre doucement, et le cambrioleur fait enfin son apparition. Il me revient maintenant dans l'ordre de ce récit de vous présenter cet honorable cambrioleur, visiteur inattendu et hôte de marque, mais avant, je voudrais vous demander quelques instants de patience pour me laisser exposer des vues personnelles. Les anciens dieux étaient adorés en tant qu'omniscients et omnipotents. C'est en particulier une caractéristique du Dieu des chrétiens jusqu'en ce XXe siècle. Mais l'omniscience et l'omnipotence, telles qu'elles apparaissent à l'homme, du commun, peuvent parfois être interprétées comme un manque de science et de puissance. Cela est clairement un paradoxe, et à penser que je suis le seul à l'avoir établi depuis la création des cieux et de la terre, j'en suis flatté dans mon amour-propre de chat. Je voudrais donc vous exposer les raisons de cette satisfaction, et vous faire entrer dans la tête, à vous humains si vaniteux, qu'on est malvenu de traiter un chat à la légère. On dit que, selon un livre appelé Bible, ou quelque chose de ce genre, la création procède de Dieu, et qu'ainsi l'homme est également une créature de Dieu. L'homme a donc accumulé ses observations pendant plusieurs millénaires, et en même temps qu'il a tendance à trouver du mystère et de l'émerveillement partout, il est de plus en plus enclin à reconnaître l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. La raison en est qu'il y a des foules et des masses d'hommes en ce monde, mais il n'y en a pas deux qui aient le même visage. Les composants d'un visage sont bien sûr limités, et les dimensions en sont à peu près les mêmes partout. En d'autres termes, tous les hommes sont faits des mêmes ingrédients, mais le résultat n'est identique nulle part. On ne peut qu'admirer la technique du créateur qui peut imaginer tant de visages différents avec d'aussi simples matériaux. Cette énorme variété ne peut s'expliquer que par une imagination très originale. Si on considère qu'un peintre, durant toute sa vie, ne pourrait composer en y mettant tous ses efforts que 12 ou 13 sortes de visages différents, on ne peut s'empêcher d'admirer l'adresse extraordinaire du créateur qui a entrepris seul la réalisation des hommes. C'est une technique qu'on ne peut en aucun cas trouver dans les sociétés humaines, et on peut sans inconvénient la tenir pour toute puissante. Sur ce point, l'homme semble se faire petit devant Dieu, et si on se met à sa place, on comprend sa modestie. Toutefois, du point de vue d'un chat, ces faits eux-mêmes peuvent être interprétés comme une preuve de l'incompétence de Dieu. On peut affirmer que s'il n'est pas totalement incompétent, il n'est certainement pas supérieur à l'homme en ce domaine, car on peut en effet dire que Dieu a créé autant de visages que d'hommes, mais cette infinie diversité faisait-elle partie de son idée de la création, ou bien a-t-il commencé sa création en voulant faire tous les visages identiques, et cela s'est-il soldé par un échec à chaque essai, produisant ainsi la confusion actuelle? Personne n'en sait rien. Si on peut considérer la création de tous ces visages comme un monument du succès de Dieu, ne peut-on pas également penser qu'elle représente les ruines de son échec? Ainsi, il est légitime de parler de toute puissance, mais rien n'empêche de porter au contraire un jugement d'incapacité. Les hommes ont les yeux placés l'un à côté de l'autre, sur une seule face de la tête, ils ne peuvent voir à droite et à gauche en même temps. Ils ne perçoivent qu'un aspect des choses, quelle pitié pour eux. Si on avance un peu plus loin l'argument, on voit que des faits aussi simples se produisent en grand nombre, jour et nuit, dans la société des hommes, mais les intéressés ne font que s'exciter et se laisser subjuguer par Dieu. Il n'y a aucun espoir de leur ouvrir les yeux. S'il est difficile de créer la variété, il est également difficile de produire des copies parfaites. Demander à Raphaël de peindre 2 portraits de Marie, exactement identiques, serait lui engendrer d'exécuter 2 toiles de la Madone entièrement différentes. Raphaël ne saurait comment s'y prendre, ou plutôt le plus difficile serait peut-être pour lui de peindre 2 portraits identiques. De même, il serait plus difficile au grand maître Kohobo d'écrire son nom exactement avec les mêmes traits à un jour d'intervalle que de changer complètement son style d'écriture. Le langage employé par les hommes est appris et transmis uniquement par le principe d'imitation. Quand ils apprennent leur langue de leur mère,
leur nourrice ou autre personne dans un but pratique, ils n'ont d'autre ambition que de répéter ce qu'ils ont entendu. Tous leurs efforts tendent à imiter les autres. Ce langage, qui naît de l'imitation, finit par se charger très naturellement de variations de prononciations au bout de 10 ou 20 ans, ce qui démontre que les hommes ne sont pas capables d'imitation parfaite. Ainsi, imiter correctement et parfaitement est une entreprise très difficile. On est donc en droit de penser que si Dieu avait pu créer les hommes de façon qu'on ne pût aucunement les distinguer les uns des autres, comme ces masques de femmes joufflus fabriqués en série et qu'on estampille au fer, cela serait l'expression de sa toute-puissance. D'un autre côté, le fait qu'il a créé en toute fantaisie la vertigineuse variété de visages qu'on voit de nos jours sous le soleil pousse plutôt à conclure à son impuissance. Je ne me rappelle plus pour quelle raison je me suis lancé dans cette digression. Qu'on me le pardonne. Les hommes oublient eux aussi le motif de leurs actions, et on ne peut pas demander mieux à un chat. En tout cas, ces impressions me sont venues d'un coup, lorsque j'ai vu le cambrioleur ouvrir la porte de la chambre et apparaître brusquement sur le seuil. Pourquoi ces impressions? Si on me pose cette question, il faut que je réfléchisse un peu. Eh bien, voilà. Quand le cambrioleur est apparu avec un calme parfait, et que j'ai vu son visage, ce visage, je me demandais toujours si les créatures de Dieu, à en juger d'après le produit, n'étaient pas le résultat de son impuissance. Mais ce visage a une particularité suffisante à annuler tous mes soupçons à ce sujet. Cette particularité est que le cambrioleur a des yeux et des sourcils, ressemblant comme une goutte d'eau à une autre à ceux de notre cher Don Juan, Mizushima Kangetsu. Certes, je n'ai pas beaucoup de connaissances parmi les cambrioleurs, mais je m'étais fait une idée personnelle de leur physionomie, en inférant de leur conduite outrageuse. J'avais décidé qu'ils devaient avoir les cheveux taillés en brosse, et des yeux comme des pièces d'insène en cuivre de chaque côté d'un nez de moindre dimension. Or, voir et imaginer différent autant que ciel et terre, et il ne faut surtout pas laisser la bride à son imagination. Ce cambrioleur est un splendide gentilhomme du passe-partout, svelte, le teint légèrement foncé, les sourcils droits et fermes, et il ne manque pas d'allure. Il doit avoir 26 ou 27 ans, en cela le vivant portrait de Kangetsu. Si Dieu possède une technique qui lui permet de créer deux visages aussi semblables, on ne doit peut-être pas le taxer d'impuissance. À vrai dire, ce cambrioleur ressemble tellement à Kangetsu que je me demande avec angoisse si ce dernier n'a pas perdu la tête au point de nous faire une visite surprise en pleine nuit. Mais ce cambrioleur n'a pas de moustache noire, et cela me détrompe. Kangetsu est un bel homme au visage mâle et énergique, et c'est un produit assez soigné par son créateur pour attirer vers lui ce que Meitei a appelé un chèque à pattes, la demoiselle Kaneda Tomiko. Mais le cambrioleur, à en juger par sa physionomie, ne le cède en rien à Kangetsu quant à l'attraction qu'il doit exercer sur les femmes. Si la demoiselle Kaneda a perdu la tête pour les yeux ou la bouche de Kangetsu, il serait injuste qu'elle ne tombât pas amoureuse de ce cambrioleur avec une passion égale. Avec l'esprit qu'elle a, et la rapidité d'assimilation qui la distingue, elle peut certainement comprendre ce genre de choses sans qu'on les lui explique. Il est certain que si on lui proposait ce voleur en échange de Kangetsu, la demoiselle n'hésiterait pas à lui donner tout son amour pour vivre en parfaite harmonie conjugale avec lui. Si Kangetsu se laisse influencer par les conseils de Meitei et autres, et si ce mariage souhaitable entre tous ne se réalise pas, tout ira bien tant que ce cambrioleur sera sur terre. Voilà, maintenant rassuré en ce qui... Voilà jusqu'où j'ai imaginé le développement de l'affaire, et je suis maintenant rassuré en ce qui concerne mademoiselle Tomiko. L'existence de ce cambrioleur est une condition importante pour son bonheur. Le cambrioleur porte quelque chose sous le bras. Un coup d'œil m'apprend que c'est la vieille couverture que mon maître a lancée récemment dans son bureau. Le coquin est vêtu d'une veste de taffetas, ceinte d'une bande gris-bleu en soie de hakata, et ses jambes blanches sont découvertes en dessous du genou. Il pose maintenant un pied sur les nattes de la chambre. Mon maître, qui rêve depuis quelque temps que son doigt est emprisonné dans le livre rouge, se retourne lourdement dans son lit, juste à ce moment, et s'écrie. « C'est Kangetsu !» Le cambrioleur laisse tomber la couverture et retire vivement le pied qu'il a avancé dans la chambre. Dans l'ombre des portes coulissantes, on peut vaguement distinguer deux jambes longues et fines qui remuent doucement. Mon maître éructe un « jette le livre loin de lui et gratte son bras à la peau sombre comme s'il avait la gale. Puis il se calme et se rendort, la tête à côté de l'oreiller. Il a mentionné le nom de Kangetsu dans son rêve sans savoir ce qu'il disait. Le cambrioleur reste un moment sur la véranda, épiant l'intérieur de la chambre et, après s'être assuré que les époux dorment paisiblement, il repose son pied sur les nattes. Cette fois, aucune voix ensommeillée n'affirme que c'est Kangetsu. Enfin, il avance son autre pied dans la chambre. La pièce de 6 nattes, abondamment éclairée par une veilleuse, est nettement divisée en deux par l'ombre du cambrioleur. Et la partie allant du coffre à vêtements jusqu'au milieu du mur, par-dessus ma tête,
et dans une obscurité complète. Je me retourne pour voir l'ombre de la tête du cambrioleur remuer indistinctement juste aux 2 tiers du mur. Quand on ne voit que l'ombre d'un bel homme, cela donne une étrange impression, comme si on regardait le fantôme d'une patate douce. Le cambrioleur fixe son regard sur le visage endormi de ma maîtresse, et, je ne sais pourquoi, se met à sourire. Je constate avec surprise que sa façon de sourire même ressemble exactement à celle de Kangetsu. Près de l'oreiller de ma maîtresse, et comme si elle y avait serré quelque chose de précieux, il y a une boîte de 30 cm sur 15 et haute de 10 cm, fixée avec des clous. Elle renferme des patates douces apportées en cadeau par Tatara Sanpei, natif de Karatsu dans la province de Bizen, quand il est revenu de chez lui l'autre jour. Il est assez rare de dormir avec une boîte pleine de patates près de son oreiller, mais ma maîtresse, qui ne trouve rien de bizarre à mettre dans son armoire à linge le sucre qu'elle utilise pour la cuisine, n'a aucune notion de l'endroit approprié pour telle ou telle chose. Il lui est probablement indifférent d'avoir des patates ou même des radis en saumure dans sa chambre. Mais notre cambrioleur, qui n'est pas Dieu, ne peut rien savoir de cette particularité de ma maîtresse. Rien d'étonnant donc, s'il suppose que cette boîte posée avec précaution tout près de ma maîtresse contient des objets précieux. Il soulève la boîte, dont le poids lui semble en accord rassurant avec ses suppositions, et il rayonne de satisfaction. À voir ce bel homme sur le point de voler une boîte remplie de patates, j'ai brusquement envie de rire, mais il serait dangereux de me faire sottement entendre, et je me retiens. Le cambrioleur commence à envelopper respectueusement la boîte de patates dans la vieille couverture. Il examine les alentours pour voir s'il n'y a rien d'autre à envelopper en même temps. Par chance, il y a la ceinture en crêpe que mon maître a jetée avant de se coucher. Il attache soigneusement la boîte de patates avec la ceinture et charge le tout sur son dos d'un geste aisé. Il donne ainsi un spectacle que les femmes n'aiment guère. Puis il bourre 2 vêtements de dessus des enfants dans le caleçon long en tricot de mon maître. Le caleçon produit un renflement comme une couleuvre qui aurait avalé une grenouille, ou plus précisément comme une couleuvre au dernier mois de sa grossesse. Quoi qu'il en soit, il a une forme étrange. Si vous en doutez, faites l'essai. Le cambrioleur noue le caleçon autour de son cou et passe à un autre butin. Il déploie la veste en pongée de mon maître comme on le fait d'un carré de tissu pour envelopper quelque chose, et il y dépose, soigneusement plié, la ceinture de ma maîtresse, le haori et le vêtement de dessous de mon maître, avec quelques autres objets encore. Il me faut vraiment admirer sa dextérité et la précision de ses mouvements. Puis il noue la tournure et la ceinture de dessous de ma maîtresse, et s'en sert pour ficeler son sac de butin qu'il prend d'une main. Il regarde encore une fois pour chercher autre chose à emporter, et trouve près de la tête de mon maître un paquet de cigarettes Asahi qu'il jette dans sa manche. Il en tire une cigarette qu'il allume à la flamme de la lampe, et souffle avec satisfaction une bouffée de fumée. Avant que la fumée qui hésite près du verre de lampe laiteux disparaisse, les pas du cambrioleur s'éteignent petit à petit du côté de la véranda. Mes maîtres dorment toujours à point fermé. Les hommes sont plutôt stupides, quoi qu'on en pense. Je ressens le besoin d'un peu de repos. À parler comme je viens de le faire, on se ruine la santé. Quand je me réveille après un bon sommeil, je trouve un ciel de printemps clair et bleu à l'infini, et mon maître et son épouse sont en train de parler à un agent de police près de l'entrée de service. « Donc il est entré ici pour aller vers la chambre, c'est cela? Vous ne vous êtes aperçu de rien dans votre sommeil? »« Non, » répond mon maître d'un air embarrassé. « Dans ce cas, vers quelle heure avez-vous été cambriolé? » demande stupidement le policier. Si on connaît l'heure à laquelle on est cambriolé, on ne se laisse généralement pas faire. Mes maîtres ne se rendent pas compte et se consultent sérieusement sur la question. « Voyons, quelle heure était-il? »« Oui, voyons, » répond ma maîtresse. Elle pense qu'un peu de réflexion lui livrera la réponse. « À quelle heure t'es-tu couché hier soir, après toi? »« Oui, je me suis couché avant toi. »« À quelle heure t'es-tu réveillé? »« Vers 7h30. »« Alors, quand le cambrioleur est-il entré? »« Ce ne peut être que dans la nuit. »« Cela, je le sais, sans que tu me le dises. Je te demande à quelle heure il est entré. »« Si tu veux une réponse précise, laisse-moi réfléchir un peu. » Ma maîtresse veut encore réfléchir, mais l'agent de police a posé la question pour la forme, et se serait contenté de n'importe quelle heure, d'une réponse inexacte, ou même fantaisiste. Or voilà que mes maîtres passent leur temps à se questionner sans résultat. Ils commencent à perdre patience. « En somme, l'heure du cambriolage est indéterminée? » « Eh bien oui, » répond mon maître de son ton habituel. Sans rire, le policier reprend. « Alors portez plainte par écrit, et indiquez que tel jour de tel mois de la 38e année de Meiji, un cambrioleur est entré par effraction de nuit, en brisant tel volet, pour pénétrer en tel endroit et voler tant d'objets.
Ce n'est pas un compte-rendu, c'est une plainte. N'y mettez pas de nom ou d'adresse. Il faut écrire chaque objet séparément. Oui. Tant de Haori à tel prix et ainsi de suite. Non, je n'ai pas besoin d'entrer. De toute façon, le cambriolage est déjà fini, dit le policier sans plus de façon. Et il s'en va. Mon maître va chercher son pinceau et son encrier, qu'il place au milieu de la pièce, appelle sa femme et lui enjoint comme s'il cherchait querelle. J'écris la plainte maintenant. Énumère-moi un par un tous les articles qui ont été volés. Allez. C'est trop fort. Qu'est-ce que c'est aller? Qu'est-ce que c'est aller? Qui voudrait répondre à un ordre si arrogant? Et elle s'assied lourdement, son kimono fermé avec une étroite ceinture. Qu'est-ce que cette tenue? Tu as l'air d'une fille de joie des bas quartiers. Pourquoi ne mets-tu pas une ceinture convenable? Si celle-ci ne te plaît pas, achète-m'en une. Fille de joie ou non, si on me vole ma ceinture habituelle, je n'y peux rien. Il a volé ta ceinture, le gredin? Alors, commençons par ta ceinture. C'est quelle sorte de ceinture? Quelle sorte? Tu crois que j'en ai tant? C'est une ceinture doublée en satin noir et crêpe de soie. Nous disons donc une ceinture doublée en satin noir et crêpe de soie. Combien vaut-elle? À peu près 6 yens. Tu ne te gênes pas pour porter des ceintures de bon prix. Dorénavant, cantonne-toi dans des ceintures d'1 yen et 50 cents. Où crois-tu que je vais trouver une ceinture à ce prix? Je te dis toujours que tu es sans cœur. Tu ne penses qu'à toi. Et si ta femme est mal mise, tu t'en moques, non? Passons. La suite. Un Haori, en soie tressée. Je l'ai reçu de ma tante Kono en souvenir, et il est d'une autre qualité que ceux que l'on voit maintenant. Je n'ai pas besoin de commentaires. Combien? 15 yens. Un Haori de 15 yens est au-dessus de ta condition. Quelle importance, tu ne l'as pas acheté. Ensuite, une paire de tabis. Les tiens? Non, les tiens. 27 cents. Ensuite, une boîte de patates douces. Il a emporté jusqu'à la boîte de patates. Je me demande s'il va les cuire ou les manger en bouillon. Je n'en sais rien. Va le trouver et demande-lui. Combien valent-elles? Je ne sais pas le prix des patates douces. Dans ce cas, je vais les mettre à 12 yens et 50 cents. Ne sois pas stupide. Même des patates de Karatsu ne peuvent pas valoir 12 yens 50. Mais tu dis ne pas savoir le prix. En effet, je ne le sais pas, mais 12 yens 50 est un prix absurde. Comment peux-tu savoir si c'est absurde alors que tu reconnais ne rien savoir du prix? Cela n'a pas de sens. Voilà pourquoi je t'appelle Otanshin Paléologue. Pardon? Otanshin Paléologue. Qu'est-ce que c'est Otanshin Paléologue? Aucune importance. La suite. Tu n'as encore rien dit de ce qui m'appartient. La suite importe peu. Dis-moi ce que signifie Otanshin Paléologue. Cela n'a évidemment aucun sens. Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Tu aimes vraiment te moquer de moi, n'est-ce pas? Tu profites de ce que je ne sais pas l'anglais pour me donner toutes sortes de noms. Cesse de dire des sottises et continue la liste. Si je ne porte pas plainte rapidement, nous ne reverrons jamais nos affaires. De toute façon, plainte ou non, c'est trop tard maintenant. Dis-moi plutôt le sens de Otanshin Paléologue. Tu m'ennuies. Je te dis que cela n'a pas de sens. Très bien. Dans ce cas, je n'ai plus rien à dire pour la liste. Quel entêté. Fais ce que tu veux alors. Je m'arrête d'écrire la plainte. Et moi, je ne te dirai pas le reste de ce qui a été volé. C'est toi qui dois porter plainte, et je ne serai nullement embarrassé si tu ne le fais pas. Alors j'abandonne, conclut mon maître, qui se lève lestement comme toujours, et va s'enfermer dans son bureau. Sa femme se retire dans le salon, et s'assied devant sa boîte à ouvrage. Les deux adversaires fixent sans un mot et sans rien faire la porte qui les sépare pendant une dizaine de minutes. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause. Ah, bah là, je suis content. Là, je suis content. Alors après, ça se peut aussi que ce soit par rapport à mon humeur du jour, hein, forcément. Mais là, en tout cas, j'arrive à beaucoup mieux entrer dans l'histoire. Je suis beaucoup plus intéressé. Je trouve ça beaucoup plus sympa que le chapitre 2 et 3. Le chapitre 2 et 3 m'ont vraiment complètement cassé, je pense. Complètement cassé le délire. Là, j'entre beaucoup plus dedans. Zikael qui reste mitigé malgré tout, je peux comprendre. Il y a des longueurs des fois. Ah ouais, ça, oui. Ça, clairement, il y a des longueurs, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que j'arrive mieux à entrer dedans parce que au moins j'ai l'impression qu'il y a une histoire, en fait. Au moins j'ai l'impression qu'il y a des péripéties, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Le cambrioleur, etc., c'est intéressant, on va dire. Surtout que le fait qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Kangetsu, je pense que ça aura des implications plus tard, puisque je suppose que c'est vraiment Kangetsu. J'en sais rien, on va voir, si ça se trouve pas du tout, mais je suppose. Si vous me voyez disparaître comme ça de l'écran, c'est tout simplement parce que je me gratte le pied à la folie.
parce que j'ai des putains d'insectes qui viennent me piquer. Et c'est terrible. Euh... Désolé pour la rage intense que j'exulte. Mais ouais, je pète les plombs. Mes jambes sont pleines de boutons, c'est terrible. Mais ouais, moi je suis quand même beaucoup plus entré dedans là cette fois-ci. Je pense encore une fois, c'est ce que je donnais comme raison la dernière fois et je pense vraiment que c'est ce qui joue pour moi. Là on revient sur des histoires de chats plus que des histoires d'hommes. Je sais pas si c'est vraiment ça que je veux dire en fait. C'est plus que on revient sur le narrateur, voilà. On revient sur le narrateur est un chat, c'est exceptionnel et sa position de chat parmi les hommes est intéressante parce que elle permet des réflexions un peu différentes entre guillemets, un point de vue un peu décalé. Donc voilà. Là j'aime bien parce que le fait que le narrateur soit un chat est bien mis en évidence dans toutes les actions, dans toutes les pensées, dans toutes les analyses, etc. Donc voilà. Je suis un peu plus dedans en grosse partie parce que je préfère les moments de narration du chat que les moments de dialogue sur ce roman personnellement. Même si le dialogue entre le maître et la maîtresse et le policier, et même entre le maître et la maîtresse tout court, était pas dégueu. Voilà, c'était un petit peu drôle. Je trouve que là, il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'éléments humoristiques sur ce passage-là. Alors, c'est pas des trucs qui font hurler de rire, c'est pas des trucs où t'es en mode waouh, trop bien vu, je l'ai pas vu venir celle-là, hyper drôle, voilà. Mais bon, ça donne un ton un petit peu léger, un petit peu sympathique. Il y avait carrément presque du cartoon à un moment. Je sais plus sur quelle action, mais il y a une action où je me suis dit putain, c'est cartoonesque ça. Mais voilà, c'était sympa, c'était sympa. En plus, il y a des passages très mignons, je trouve. Le début du chapitre sur la description de la nuit, etc. En plus, on a un peu des indications sur peut-être comment se caractérise Natsume Soseki, donc l'auteur, puisque au tout début, il dit qu'il aime bien le style descriptif. Bon, au travers de la voix du narrateur chat, bien sûr, mais donc ouais, Soseki se cherche ça a priori, et a priori pour lui c'est peut-être même la panacée, c'est peut-être l'opium du peuple, non je dis n'importe quoi, c'est peut-être le paroxysme du talent selon lui, a priori ce style descriptif sur-descriptif puisque il dit qu'il aimerait avoir le talent et les capacités de d'écrire 24 heures avec un texte qu'il faudrait 24 heures à lire pour que ce soit vraiment correspondant quoi. Ça j'aime bien le genre de délire, c'est vraiment le genre de défi, de challenge à la con que j'aime bien pour me mettre à écrire ou à faire des trucs. Mais ouais. Ouais non, j'aime assez bien les discours qu'il y a pu avoir. Il y a eu un petit peu de philosophie slash spiritualité. J'avoue que le passage, c'est peut-être le passage qui m'a le plus ennuyé. C'est peut-être le passage qui m'a le plus ennuyé alors que je pensais que c'est celui qui m'intéresserait le plus. Mais peut-être voilà, le passage sur la religion, j'étais en mode ton raisonnement il a ni queue ni tête du début à la fin. Enfin ouais, je sais pas, ça m'a pas intéressé. Enfin ouais. Même si encore une fois, il y a toujours ce second degré en fait. Parce que à la fin, le chat lui-même démonte tout l'argumentaire qu'il a eu jusqu'à présent pour dire bon bah là, je suis face à un cas qui vient chambouler tout ce que je crois. Enfin, tout ce que je pensais vrai là-dessus, donc ouais. En fait, c'est ça le truc, je pense, avec lequel j'ai beaucoup de mal sur cette œuvre. C'est qu'il y a beaucoup un système bah, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, qui, pour moi, est une erreur, tu vois. Enfin, moi, je le prends comme une erreur. Moi, je trouve que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de faire ça, mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup ce système-là, dans ce roman, de désamorçage. C'est-à-dire d'expliquer pendant des plombes et des plombes quelque chose, pour à la fin l'invalider, soit par la validité comment dire, de l'émetteur, donc de celui qui a émis cette hypothèse et ainsi de suite, soit par un raisonnement loufoque ou quoi que ce soit. Enfin, et du coup, je pense que ouais, je pense que j'ai un peu de mal avec ce côté-là, parce que je pense qu'il est là pour servir le côté satirique, le côté humoristique. Moi, je trouve que ça fait vraiment se tirer une balle dans le pied parce que c'est constamment dire au lecteur ouais, t'as vu tout ce que je viens de dire, c'est un peu du bullshit, c'est un peu du mensonge, c'est un peu, enfin voilà, c'est un peu, ouais, enfin ouais. Vous comprenez l'idée que je veux donner, je pense. Enfin voilà.
Mais bon, de manière globale, ce chapitre il est beaucoup mieux passé, je trouve. Encore une fois, je préfère quand il y a de la narration du chat. Et, euh, et du coup, ouais, c'est bien passé pour moi. J'ai hâte de voir la relation entre la maîtresse et le maître. Quelque part, ça fait couple. Et en même temps, le maître, il est vraiment à la limite d'être insupportable, quoi. Enfin bon. Enfin, il est même pas à la limite, je dirais qu'il est assez insupportable. Mais ouais, bref. Après, c'est encore une fois une autre époque, une autre région, et puis c'est un personnage, donc voilà. On peut pas savoir vraiment, on peut pas savoir vraiment comment ça se place dans le contexte, entre guillemets, pour le coup. Mais ouais. Ouais. Si ça poursuit sur le cambriolage et sur les répercussions que ça peut avoir, ça m'intéresse. Si ça en reste là et puis qu'on repart sur une autre aventure, etc., je sais pas. Voilà, si c'est une enfilade de tout un tas de péripéties qui n'ont pas de lien les unes entre les autres, bon, ça m'intéresse un peu moins, j'avoue. Bonsoir Miari, merci de passer faire un coucou, y a pas de souci. Vous n'êtes pas, y a zéro obligation, c'est ça qui est bien sur les lives. Hein. Il y a toujours plein de gens qui me, enfin c'est marrant parce que bon là en l'occurrence c'était pas le cas, hein, mais y a beaucoup de gens souvent qui sont en mode ah désolé j'ai pas pu venir, ah désolé je dois partir ou des trucs comme ça. Et je suis en mode et pourquoi t'es désolé en fait, il y a zéro obligation de venir à mes lives. Ah, quel est le fuck, je ne comprends pas. Zikael, je crois qu'on a eu tellement rien à se mettre sous la dent qu'on est trop content quand il y a un semblant d'action. C'est pas faux aussi, Zikael, c'est pas faux aussi. Mais là, c'est vrai que je reconnais davantage un petit peu. En fait, c'est bizarre parce que ça veut rien dire. J'allais dire, je reconnais un peu davantage l'esprit japonais, mais ça veut rien dire. Je reconnais davantage l'esprit japonais par rapport à ce que je me figure. C'est-à-dire que là, par exemple, toute la scène qui vient d'y avoir, de la nuit, des maîtres qui dorment, du chat qui assiste à la scène du cambriolage, etc., etc. Tout ça, je l'imagine très bien, et toutes les réactions et toutes les étapes qui sont décrites dans l'action, tout ça, je l'imagine très bien dans un manga. Donc bon, le manga, c'est pas toute la culture japonaise, on est d'accord. Mais c'est vrai que là, je trouve dans la manière de séquencer une scène, ça m'a fait vraiment penser à un rythme de manga, etc. Et je l'imaginais très bien en animé ou quoi que ce soit. Donc ouais, là, je trouve, je serais pas expliqué par quel élément, mais je dirais que ça joue sur le séquençage de l'action, sur le rythme, sur les pauses prises à tel ou tel moment. Que je trouve ça très, ouais, très japonisant quelque part. Même si, encore une fois, c'est assez flou au final. Je me demandais si ça plaisait plus à Planétéo que les 3 premiers chapitres. Ah bah, Miari, grosso modo, premier chapitre, je l'ai surkiffé. Le premier chapitre, je l'ai vraiment surkiffé de ouf. Le chapitre 2 et 3, j'en pouvais plus. Je m'ennuyais, je m'ennuyais vraiment. Le chapitre 4, il y a eu une petite remontée, plus ça venait, plus j'aimais bien. Et là, le chapitre 5, pour le moment, je suis bien dedans. Pour le moment, je suis bien dedans. À voir la suite. Mm. C'est marrant parce qu'en général, j'ai pas du tout cette manière de penser, si je puis dire. J'ai pas du tout ce processus de me dire ah, tel chapitre je l'ai trouvé fort, tel chapitre je l'ai trouvé moins fort, et ainsi de suite. Enfin, tel chapitre je l'ai mieux aimé, celui-là j'ai vraiment pas aimé. C'est très rare qu'une œuvre. C'est très rare que j'ai des sentiments ambivalents en termes d'appréciation sur une œuvre. C'est très rare que je me dise waouh, à certains endroits c'est génial, à d'autres c'est archi naze. Euh, là je suis vraiment quand même. En fait, ouais, Zikel, t'as un peu raison. Je suis quand même très mitigé, mais parce que l'ensemble en fait, parce qu'il y a des moments où je me dis putain c'est bien écrit, de ouf, et il y a d'autres moments où je suis en mode laissez-moi tranquille quoi. Enfin ouais. Donc ouais. Ça reste un petit mystère ce livre. Hein. Après, là, vu comment cette œuvre a été créée, c'est pas étonnant que ça dépende un peu du chapitre. Alors, si t'as des infos supplémentaires, Miari, n'hésite pas à les donner.
Moi, de ce que j'avais vu, c'était grosso modo que c'était une œuvre en feuilleton, quoi. C'était une œuvre qui paraissait dans le journal un chapitre par chapitre, si je dis pas de conneries. Mais après, il y a énormément d'œuvres qui ont été publiées de cette manière, hein. Énormément, énormément. Et pourtant, il y a des tonnes de ces œuvres qui sont des gros classiques et qui sont pas inégaux, je trouve, de chapitre en chapitre. Sur l'homme qui rit, on a eu la même sensation sur les chapitres full name drop. Ouais, c'est vrai, Zika, c'est vrai. Il y a quelques chapitres qui nous marquent quand même, j'avoue. Non mais ouais, en fait la publication en feuilleton, je vais pas dire que c'était, je vais pas dire que c'était la voie usuelle. En vrai, voilà, je sais pas à quel point ça a été le cas, donc je vais pas donner de chiffres. Donc je vais pas dire que c'était la majorité des cas, etc. Mais je sais que les textes publiés en feuilleton, donc c'est-à-dire chapitre par chapitre, une fois de temps en temps, partie par partie, dans des publications diverses de journaux, de magazines, etc. Ça a été pour beaucoup d'œuvres quelque chose de très fréquent. Enfin, c'est quelque chose qui s'est beaucoup fait, notamment en France, je pense. Donc ouais. Donc en vrai, je donne pas. Je ne donnerai pas ce point d'excuse à Je suis un chat. Écoutez les amis, trêve de bavardage parce que j'ai bavardé énormément alors que j'ai pas tant de choses que ça à dire en vérité. Donc on est reparti pour la suite du chapitre. Mon livre se déglingue de plus en plus, ça n'a aucun putain de sens. Ça m'emmerde beaucoup d'avoir payé un bouquin de 17 balles pour qu'il se désagrège entre mes mains. Bref. On est reparti. Hop. Alors, attendez. Je vais vous expliquer vite fait ça. Bonsoir Miari, merci d'être passé. À plus tard, bonne nuit. Je vais vous lire juste la note rapidement parce que là, vraiment, ils ont fait un... Enfin, dans le texte, il y a un gros passage dessus et on n'a pas le fin mot de l'histoire vu qu'on connaît pas le Japon et la langue japonaise. Donc voilà, je vous lis juste cette note. Dans le langage des courtisanes d'Edo, Otanshin désigne un client détesté et par la suite un imbécile dans le langage populaire. Jouant de sa ressemblance phonétique avec la prononciation japonaise de Constantin, Soseki a formé le mot Otanshin paléologue sur le modèle du nom du dernier empereur romain d'Orient, Constantin le paléologue. Soseki employait souvent cette expression quand il s'adressait à sa femme, qui ne manquait pas d'en demander le sens aux étudiants venant rendre visite à son mari. Donc voilà. Ça nous renseigne un peu sur ce qui amuse. En fait, ça nous renseigne pas mal sur pas mal de choses. Comme quoi, lire les notes, parfois, c'est pas mal. Ça nous renseigne bien sur le fait que Soseki, il aime bien la rigolade. Oh, il aime bien la déconnade, hein. Même si c'est pas un humour qui me fait très beaucoup rire, mais bon. Admettons, il aime bien la déconnade. Et a priori, comme je l'avais déjà dit dans un autre live, on est vraiment sur une œuvre vraiment très autobiographique quelque part, puisque quand il parle du professeur et de la maîtresse, il parle de lui et de sa femme en grande majorité a priori, enfin en grande proportion plutôt. J'ai failli m'étouffer, on est bon. On va pouvoir partir pour la suite de la lecture. Je te souhaite une bonne écoute, Zikel. Bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à dans 30 minutes, je pense, pour la fin du live, l'outro. À tout à l'heure. Chapitre 5, suite et fin. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvre avec vigueur et que l'auteur du cadeau de patates d'os, Tatara Sanpei, fait son apparition. Ce Tatara Sanpei a été étudiant à demeure chez mon maître il y a quelques années, et il est maintenant employé dans une compagnie minière après être sorti d'une faculté de droit. C'est aussi un homme d'affaires en herbe qui marche dans les pas de son aîné Suzuki Tojuro. Sanpei rend quelquefois visite à son ancien maître dans son humble demeure, en souvenir de ses relations avec lui, et lui arrive de venir y passer un dimanche entier.
Il se sent tout à fait chez lui dans cette famille. « Bonjour madame, ne fait-il point beau temps aujourd'hui » dit-il avec un accent de Karatsu, ou quelque chose de semblable, en s'asseyant devant ma maîtresse, un genou levé bien, qu'il porte un pantalon à l'occidental. « Oh, Tatara, c'est vous. Le professeur est parti ?»« Non, il est dans son bureau. »« Madame, ce n'est point bon pour lui de trop travailler. Ce n'est donc point dimanche aujourd'hui ?» ?»« Dites-le lui vous-même, il ne m'écoute pas quand je lui en parle. »« Alors donc, commence Sanpei qui s'interrompt pour jeter un regard circulaire dans la pièce. Je ne vois point les enfants aujourd'hui. À peine a-t-il parlé de Tonko et Sunko arrivent en cours... Pardon. À peine a-t-il parlé que Tonko et Sunko arrivent en courant de la pièce voisine. « Monsieur Tatara, vous nous avez apporté des boulettes de riz au poisson aujourd'hui ?» demande l'aîné Tonko, se rappelant la promesse qu'il a faite à sa dernière visite, dès qu'elle voit Tatara. Celui-ci se gratte le crâne et confesse. « N'as-tu donc point bonne mémoire? Je t'en apporterai la prochaine fois sans faute. J'ai oublié aujourd'hui. »« Oh, quel dommage !» s'exclame Tonko et sa sœur l'imite aussitôt. Ma maîtresse semble avoir enfin retrouvé un peu de sa bonne humeur car elle a un petit sourire. « Je n'ai pas apporté de boulettes de riz au poisson, mais vous avez eu des patates douces. Vous en avez mangé ?»« Des patates? Qu'est-ce que c'est ?» demande l'aîné, aussitôt encore imité par sa sœur. « Vous n'en avez donc point mangé? Demandez vite à votre mère de vous en cuire. Les patates de Karatsu sont bien meilleures que celles de Tokyo. » En entendant cette profession de patriotisme de clocher, ma maîtresse se rappelle un détail. « Tatara, merci de nous en avoir tant apporté l'autre jour. »« Comment les avez-vous trouvées? J'ai demandé une boîte pour bien les empaqueter de façon qu'elles ne se cassent point. »« Elles ont dû rester entières. »« Malheureusement, un cambrioleur nous les a prises dans la nuit. »« Un cambrioleur? Quel imbécile! Peut-on aimer autant les patates ?» dit Sanpei d'un air hautement étonné. « Maman, un cambrioleur est venu dans la nuit ?» s'enquiert l'aîné. « Oui, » répond simplement sa mère. Sur quoi la petite reprend. « Un cambrioleur est venu? Et alors, un cambrioleur est venu? À quoi il ressemblait ?» Ma maîtresse ne sait que répondre à une question aussi saugrenue. Elle dit. « Il avait un visage terrible. » Puis elle se retourne vers Tatara. « Un visage terrible comme celui de Tatara ?» poursuit l'aîné avec insistance et sans pitié. « Que dis-tu là? Ne sois pas impoli. »« Ha ha ha! J'ai une tête aussi effrayante? Pauvre de moi !» dit Tatara en se grattant le crâne. Derrière sa tête, il y a un endroit chauve de 3 centimètres de diamètre qui lui est venu voici 1 mois. Il s'est fait examiner par un médecin, mais cela met du temps à guérir. La première à découvrir cet endroit est Tonko, l'aînée. « Oh! Le derrière de la tête de Tatara brille comme celui de maman. Veux-tu te taire? »« Maman, la tête du cambrioleur de cette nuit brillait aussi ?» demande cette fois la petite. Ma maîtresse et Tatara éclatent de rire malgré eux. Mais les enfants sont trop bruyantes, et il est impossible de parler tranquillement. Leur mère les chasse en leur disant d'aller s'amuser au jardin, et qu'elle va leur donner des gâteaux. Puis elle demande sérieusement. « Qu'avez-vous à la tête, Tatara ? » ?»« Une infection, et cela ne guérit pas vite. » »« Vous en avez une aussi ? » ?»« Quelle horreur! Une infection ? Toutes les femmes qui portent un chignon perdent leurs cheveux à l'endroit où on les tire. La perte des cheveux est due à des bactéries. Pas dans mon cas. Madame, vous vous entêtez. Je n'ai pas de bactéries. À propos, comment dit-on chauve en anglais? Bald, ou quelque chose de genre. Non, ce n'est pas cela. Il doit y avoir un mot un peu plus long. Demandez au professeur, vous le saurez tout de suite. Il ne veut jamais rien me dire. C'est pour cela que je vous le demande. Je ne connais que le mot bald. Un mot plus long, dites-vous? Le mot est Otanshin paléologue. Otanshin veut dire chauve. Chauve et paléologue désigne la tête, n'est-ce pas? C'est possible. Je vais vérifier dans le dictionnaire Webster dans le bureau du professeur. Le professeur est vraiment un homme étrange, à s'enfermer chez lui par un temps aussi splendide. Madame, sa maladie d'estomac ne guérira jamais ainsi. Conseillez-lui d'aller faire une promenade, par exemple pour aller voir les cerisiers au parc d'Ueno. Emmenez-le avec vous. Monsieur le professeur n'écoutera jamais ce que lui dit une femme. Il mange toujours de la confiture? Oui, comme toujours. Il se plaignait récemment. Ma femme me reproche de trop manger de confiture, mais je n'en use pas autant qu'elle le dit. Il prétendait qu'il y a une erreur quelque part, et c'est probablement que les enfants et vous en mangez aussi. Tatara, comment vous permettez-vous de dire cela? Mais madame, vous avez tout l'air d'aimer en manger. Comment savez-vous cela d'après l'air que j'ai? Je ne sais pas, mais... Alors vous n'en mangez point du tout? Bien sûr, j'en mange un peu, mais qu'est-ce que cela fait? C'est la nôtre? Ah ah ah, je me disais bien.
À vrai dire, ce cambriolage est une catastrophe. Le cambrioleur n'a emporté que les patates. Si ce n'était que cela, il n'y aurait pas de quoi être ennuyé, mais il a pris tous nos vêtements. Et vous voilà ennuyé, vous devez encore emprunter de l'argent. Si ce chat était seulement un chien. Dommage. Pourquoi n'élevez-vous point un chien, un gros? Les chats ne servent à rien, ils ne savent que manger. Est-ce que celui-ci prend des souris? Pas une seule jusqu'à présent. C'est un parasite feignant. En effet, il n'y a rien à attendre de lui. Défaites-vous-en au plus vite. Donnez-le-moi à cuire et je le mange. Tatara, vous mangez du chat? Oui, j'en mange, et c'est bon. Vous êtes un homme remarquable. J'ai entendu dire qu'il y a parmi les étudiants à demeure de bas étage des barbares qui mangent les chats, mais je n'aurais jamais pensé que Tatara, qui me traite généralement bien, participe de cette espèce. En outre, il n'est plus étudiant, mais licencié en droit en bonne et due forme, et employé à la compagnie Mutsui, ce qui ne fait qu'accroître ma surprise. Kangetsu II a déjà prouvé par sa conduite la justesse du dicton qui veut que lorsqu'on rencontre un homme, on doit le prendre pour un voleur, et je viens de découvrir une autre vérité grâce à Tatara. Quand on rencontre un homme, il faut le considérer comme un mangeur de chats. À vivre dans ce monde, on apprend beaucoup de choses, et il est bon de les savoir. Mais le danger augmente de jour en jour, et chaque jour on doit se méfier un peu plus. On devient rusé et méprisable, mais ce ne sont que les deux faces de l'armure qu'il faut se mettre en conséquence de ce qu'on apprend, et ces connaissances sont une calamité apportée par l'âge. C'est pourquoi on dit qu'il n'existe pas un seul vieillard convenable, et je me fais petit dans mon coin à la pensée qu'il serait peut-être mieux pour moi d'aller reposer en paix au milieu d'oignons dans la marmite de Tatara un jour ou l'autre. À ce moment, mon maître, qui s'était enfermé dans son bureau, à la suite de sa récente querelle avec sa femme, entend la voix de Tatara, et arrive nonchalamment dans le salon. Tatara l'attaque sans plus attendre. « Maître, j'apprends que vous avez été cambriolé. Quelle stupidité !»« C'est le cambrioleur qui est stupide, » répond mon maître qui s'estime toujours d'une profonde sagesse. « Certainement, mais il n'est point très intelligent de se faire cambrioler. » Monsieur Tatara, qui n'a rien à se faire voler, est le plus intelligent de tous sans doute, dit ma maîtresse, prenant cette fois le parti de son mari. De toute façon, le plus stupide est ce chat. On se demande bien à quoi il peut penser. Il ne prend point de souris et ne fait rien quand un cambrioleur se présente. Maître, voulez-vous me le donner? Il ne peut vous servir à rien dans ces conditions. Si tu veux, mais que vas-tu en faire? Le cuire et le manger. En entendant cette horrible réponse, mon maître laisse échapper un petit rire malaisé, qu'on dirait malade de l'estomac lui aussi. Mais il ne dit rien de particulier, et Tatara n'insiste pas pour me déguster. C'est une chance inespérée, et mon maître change de sujet. Laissons le chat. On m'a volé mes vêtements, et je meurs de froid. Il a un air d'abattement complet. Rien d'étonnant à cela. Jusqu'à hier, il portait 2 kimonos doublés de coton, et aujourd'hui, il n'a qu'une chemise à manches courtes et un vêtement doublé. Depuis le matin, il est resté assis sans bouger, et son pauvre sang, déjà surmené au service de son estomac, refuse de circuler vers ses membres. Maître, vous avez tout à perdre à rester dans l'enseignement. Pour un petit cambriolage, vous voilà tout de suite dans la gêne. Pourquoi ne changez-vous pas d'idée pour devenir homme d'affaires? Il a les hommes d'affaires en horreur. Vous perdez votre temps, répond ma maîtresse, qui aurait bien sûr aimé que mon maître le devînt. Maître, il y a combien de temps que vous avez terminé vos études? 9 ans cette année. Pardon, 9 ans cette année, répond encore ma maîtresse en se retournant vers son mari. Celui-ci ne prend pas la peine de confirmer ou de nier. Après 9 ans, votre traitement n'est pas encore augmenté, et personne n'apprécie vos études. Vous êtes un jeune homme triste et solitaire. Tatara cite un vers d'un poème chinois qu'il a appris à l'école primaire, au bénéfice de ma maîtresse, qui n'y comprend goutte et ne répond rien. Évidemment, ce métier de professeur ne me plaît pas, mais je détesterais encore plus être homme d'affaires, tranche mon maître qui est en train de se demander ce qu'il aimerait. Rien ne lui plaît, sauf son épouse. Voilà une plaisanterie qui n'est pas dans le genre de Tatara. C'est ce qui m'horripile le plus. La réponse de mon maître est remarquablement simple et directe. Sa femme l'ignore en regardant de l'autre côté, puis se retourne vers lui. Tu es sans doute aussi dégoûté de vivre? Elle croit avoir pris ainsi une bonne revanche. Mon maître répond d'un ton insouciant. Cela ne me plaît pas tellement, en effet. C'est ainsi qu'on ne sait pas comment le prendre. Maître, si vous ne vous décidez point à vous promener, vous allez vous ruiner la santé, et devenez donc homme d'affaires. Il n'y a rien de plus facile que de gagner de l'argent. Tu dis cela alors que tu ne gagnes rien toi-même. Je ne suis dans la compagnie que depuis l'année dernière, et malgré cela j'ai plus d'économie que vous. Combien avez-vous économisé? Demande ma maîtresse d'un air très intéressé. Cela me fait déjà 50 yens.
Combien gagnez-vous donc par mois? C'est toujours ma maîtresse qui continue son interrogatoire. 30 yens. Chaque mois, la compagnie m'en retient 5, que je reçois en cas de nécessité. Madame, pourquoi n'achetez-vous pas quelques actions de la ligne Sotobori, avec votre petite monnaie? Dans 3 ou 4 mois, votre mise aura doublé. Avec un tout petit peu d'argent, on peut tout de suite en gagner le double, ou le triple. Si j'avais assez d'argent pour cela, je ne serais pas dans la gêne pour un simple cambriolage. C'est pourquoi je vous dis que rien ne vaut un homme d'affaires. Si le professeur avait fait son droit pour entrer dans une compagnie ou une banque, il gagnerait maintenant 300 ou 400 yens par mois. Et au lieu de cela... Maître, connaissez-vous un ingénieur nommé Suzuki Tojuro? Il est venu hier soir. Il est venu ici hier. Vraiment? Je l'ai rencontré l'autre jour dans une réunion, et je lui ai parlé de vous. Il ne savait pas que j'ai été étudiant à demeure chez vous. Et il m'a dit qu'il faisait la cuisine avec vous jadis, dans un temple de Koishikawa. Il m'a chargé de vous donner le bonjour et de vous dire qu'il irait vous rendre visite un jour prochain. Il paraît qu'il a été transféré à Tokyo. Oui, il était dans une exploitation minière de Kyushu, jusqu'à ces temps derniers, et maintenant il est à Tokyo. Il est très habile, et il me parle comme à un ami. Combien pensez-vous qu'il gagne? Je n'en ai aucune idée. Son salaire mensuel est de 250 yens, avec 2 primes, l'une à l'époque du bon, l'autre à la fin de l'année. En moyenne, il doit avoir 4 ou 500 yens par mois. Un homme comme lui gagne presque tout ce qu'il veut, et vous, maître, avec votre livre de lecture, vous voilà depuis 10 ans dans le même habit. Cela n'a pas de sens. En effet, cela n'a pas de sens. Même un homme détaché de tout comme mon maître ne diffère pas des autres quand il s'agit d'argent. Il le désire peut-être d'autant plus qu'il est pauvre. Tatara n'a plus rien à dire après son apologie des hommes d'affaires et des avantages dont ils jouissent, car il continue. Madame, un certain Mizushima Kangetsu vient-il ici? Oui, souvent. Quel genre d'homme est-il? Il semble avoir une très bonne instruction. Il est bel homme? Oh, oh, à peu près comme vous, Tatara. Ah, comme moi, répète Tatara très sérieusement. Mon maître demande alors. Comment se fait-il que tu connaisses le nom de Kangetsu? On m'a demandé de me renseigner sur lui l'autre jour. Est-ce qu'il en vaut la peine? Avant même de le savoir, Tatara se pose déjà en supérieur de Kangetsu. Il t'est bien supérieur. Vraiment, il m'est supérieur, répète Tatara sans rire ni se fâcher. C'est une de ses caractéristiques. Est-ce qu'il sera bientôt docteur? Il doit rédiger sa thèse en ce moment. Alors c'est bien ce que je pensais, il est stupide. Rédiger une thèse. Je le croyais de plus de bon sens. Comme toujours, vous ne manquez pas de confiance en vous, dit ma maîtresse en riant. J'ai entendu dire que quelqu'un lui donnera sa fille s'il devient docteur. Quelle stupidité de passer un doctorat pour une fille. J'ai répondu qu'il vaudrait beaucoup mieux me la donner à moi qu'à un sot pareil. À qui as-tu dit cela? À celui qui m'a demandé de me renseigner sur Mizushima. Ce ne serait pas Suzuki. Non, je ne peux pas encore dire ce genre de choses à Suzuki. C'est un supérieur hiérarchique, voyez-vous. Tatara, vous êtes très courageux quand vous n'avez rien à craindre. Tatara, vous êtes très courageux quand vous n'avez rien à craindre. Vous parlez de haut quand vous êtes ici, mais vous vous faites petit devant Suzuki, n'est-ce pas? Tatara. Désolé, je reprends. On rembobine. Tatara, vous êtes très courageux quand vous n'avez rien à craindre. Vous parlez de haut quand vous êtes ici, mais vous vous faites petit devant Suzuki, n'est-ce pas? Tatara, allons nous promener, propose subitement mon maître. Il a fait cette proposition sans précédent à la pensée qu'il a froid avec son unique kimono doublé, et qu'il se réchauffera en prenant un peu d'exercice. Tatara, qui se résigne à tout ce qui lui vient, ne balance pas. Allons-y. Que diriez-vous d'Ueno? Nous pouvons aller à Imosaka pour manger des boulettes de pâte de riz. Vous les connaissez? Madame, vous devriez y aller pour les goûter. Elles sont tendres et bon marché. On sert du saké aussi. Pendant qu'il se lance dans ses balivernes selon son ordinaire, mon maître met son chapeau et passe dans le vestibule. Il me faut encore un peu de repos. Je ne vois pas la nécessité d'aller regarder ce que mon maître et Tatara vont faire au parc d'Ueno, et combien de plats de boulettes ils vont manger. Et puis, je n'ai pas le courage de les suivre. Je vais passer sur tout cela et me reposer pendant leur absence. Le repos est un droit que toutes les créatures ont obtenu du ciel, et tout ce qui se meut en ce monde avec le devoir de vivre doit prendre du repos pour accomplir ce devoir. Si Dieu me disait que je suis né pour travailler et non pour dormir, je lui répliquerais que, comme il le prétend, je suis né pour travailler, et qu'en conséquence, j'ai besoin de repos.
Même un homme rude et insensible comme mon maître, une simple machine à débiter des réclamations, se repose parfois en dehors des dimanches et à ses frais. Tout chat que je suis, je m'épuise jour et nuit l'âme et le corps dans mes attachements et déplaisirs, et j'ai naturellement plus besoin de repos que mon maître. Seul me préoccupe quelque peu l'insulte de Tatara, disant à ma vue que je ne sais rien faire d'autre que dormir comme un animal de luxe. Les gens du commun, prisonniers des phénomènes, n'ont aucune activité en dehors des excitations de leurs cinq sens, et ne dépassent jamais le niveau de l'apparence quand ils jugent les autres. Ce sont des fâcheux. Ils estiment qu'on ne travaille pas réellement tant qu'on ne se brise pas les reins dans un flot de transpiration. On dit qu'un moine du nom de Dharma est resté en méditation jusqu'à ce que ses jambes pourrissent sous lui. Or, même s'il a été immobilisé, les yeux et la bouche enserrés par le lierre poussant dans une fente d'humeur devant lui, on ne peut pas dire qu'il dormait ou qu'il était mort. Il avait toujours le cerveau en activité, et méditait sur quelques sombres problèmes, par exemple l'universalité absolue des arcanes du zen. Dans le confucianisme aussi, il y a une technique de méditation dans une posture immobile et correcte. Cela ne veut pas dire qu'on s'enferme dans une pièce silencieuse pour s'exercer comme un cul-de-jatte. Non, il y brûle au contraire une activité intellectuelle dont le commun n'a pas idée, et parce que les apparences montrent une sérénité et un calme sans pareil, l'œil du vulgaire ne perçoit dans les seigneurs de l'esprit que de médiocres léthargiques, presque des cadavres, et leur reproche de n'être que des fainéants et des propres à rien. L'œil du vulgaire est affligé d'une distorsion qui lui fait négliger l'esprit pour l'apparence. Tatara, étant un exemple parfait du rustre affligé de cette infirmité, je ne serais pas surpris qu'il m'estimât pour moins qu'un balai de latrine, mais ce qui me désole le plus est que mon maître, quelque peu teinté de lecture des anciens et des modernes, et relativement versé dans la connaissance des choses, acquiesce à tout ce que dit le superficiel Tatara, et ne semble pas trouver la moindre objection à un ragoût de chat. Cependant, d'un autre point de vue, il n'est peut-être pas si étonnant qu'il me méprise de la sorte. D'anciens dictons veulent qu'un son élevé et harmonieux n'entre pas dans l'oreille du vulgaire, et que la musique relevée ne soit pas appréciée ni comprise par l'homme du commun. Demander à quelqu'un qui ne sait rien voir au-delà de la forme de contempler la splendeur de l'esprit, et comme demander à un bonze chauve de se faire un chignon, à une carpe de faire un discours, à un tramway de rouler en dehors de ses rails, à mon maître de donner sa démission, et enfin demander à Sam Pei de penser à autre chose qu'à l'argent. En somme, c'est une demande impossible. Mais cela n'empêche pas les chats d'être des animaux sociaux, et pour cela, quelle que soit l'estime que nous avons pour nous-mêmes, il nous faut nous adapter à la société jusqu'à un certain point. Il est inévitable, quoique regrettable, que mon maître, sa femme, Osan et Tatara, ne sachent pas m'apprécier, mais ce serait pour moi une catastrophe que leur manque de discernement les pousse à me laisser récorcher pour vendre ma peau à un fabricant de shamisen, ou à me présenter en petits morceaux dans l'assiette de Tatara, ou encore quelque autre sottise. Moi, chat des chats, seul digne de ce nom de chat depuis le début de la création, né en ce monde éphémère avec mission d'utiliser ma tête, je suis extrêmement précieux. Un proverbe dit qu'un riche est toujours assez prudent pour ne pas s'asseoir sur la rambarde d'un temple. Ainsi, s'exposer sans profit au danger en se croyant sûr de sa supériorité n'est pas seulement inviter la catastrophe, c'est en plus aller complètement à l'encontre de la volonté du ciel. Quand le tigre féroce entre dans un zoo, il prend place à côté du porc crasseux, et l'oie sauvage que l'on enferme dans le poulailler finit sur la planche à hacher la volaille. Puisqu'il me faut fréquenter le vulgaire, je ne peux que devenir moi aussi un chat vulgaire. Pour cela, il faut que j'attrape des souris. Voilà, je viens de me décider à attraper des souris. Depuis quelque temps, le Japon est en guerre. Une guerre sans merci, avec la Russie. Je suis un chat japonais, et bien sûr mes sympathies vont au Japon. À ce point que je voudrais, si c'était possible, constituer une brigade mixte de chats pour aller griffer les soldats russes. Avec l'énergie dont je déborde, je n'aurais aucune difficulté à prendre une ou deux souris même en dormant, si seulement je le voulais. Jadis, on a demandé à un célèbre maître de zen comment faire pour atteindre la vérité. Il a répondu « Faites comme le chat qui guette une souris ». C'est-à-dire qu'ainsi, on n'a pas à craindre l'échec. On dit encore qu'une femme, si avisée soit-elle, ne réussit pas toujours à vendre son bœuf au marché, mais je suis bien certain qu'aucun dicton de la sorte ne prétend qu'un chat, si avisé soit-il, laisse parfois échapper une souris. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison pour qu'un chat aussi sagace que moi ne puisse pas prendre de souris. Bien au contraire, je ne peux pas manquer d'en attraper. Et si je ne le fais pas... Bien au contraire, je ne peux pas manquer d'en attraper. Et si je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant, c'est tout simplement que je n'en avais pas envie. Ce jour de printemps arrive à sa fin comme hier, et une tornade de fleurs de cerisier, sollicitée par un coup de vent occasionnel,
passe par un trou de la porte de la cuisine et vient se poser dans un seau rempli d'eau, en jetant un éclat blanc dans la lumière de la faible lampe. J'ai décidé de surprendre tout le monde cette nuit en accomplissant un exploit, et il me faut d'abord reconnaître le champ de bataille et étudier sa topographie. La zone de combat est bien sûr restreinte, les dimensions d'une pièce de 4 nattes. La moitié est composée d'un évier, l'autre d'un espace en terre battue où le marchand de vin ou de légumes vient prendre ses commandes. La cuisinière est splendide, au point d'être déplacée dans cette cuisine misérable. Les bouilloires de cuivre resplendissent et derrière, on a laissé un espace de 2 pieds recouvert par une planche de lambrissage où on met le coquillage dormier qui me sert d'assiette. Les 2 mètres près du salon sont occupés par un placard où on range les plats, les bols, les assiettes et autres ustensiles, ce qui rend la cuisine déjà étroite encore plus petite. À côté, et à peu près à la même hauteur, il y a une étagère nue qui jaillit du mur. En dessous se trouve un mortier de faïence dans lequel on a mis à l'envers un petit seau, dont le fond est tourné vers moi. Près de la râpe à radis et du pilon, pour le mortier, se tient un récipient pour étouffer la braise. À l'intersection de 2 chevrons complètement noircis, on a suspendu une crémaillère, au crochet de laquelle il y a un gros panier plat qui se balance pompeusement dans le vent de temps à autre. Au début de mon séjour dans cette maison, je ne comprenais pas du tout pourquoi ce panier se trouvait là, mais j'ai appris qu'on y sert les provisions afin qu'elles soient hors de portée des pattes de chat, et j'en ai retiré le sentiment profond de la méchanceté des hommes. Maintenant, passons à l'étude stratégique. Où livrer bataille aux souris, sinon bien sûr à l'endroit où elles apparaissent d'habitude. La configuration du terrain a beau être en ma faveur, il n'y a pas de bataille possible si je ne fais que rester en embuscade. Il faut examiner les endroits d'où peuvent sortir les souris. Je vais au milieu de la cuisine et je jette un regard circulaire pour déterminer les sites possibles. J'ai un peu l'impression d'être l'amiral Togo. La bonne est allée au bain public et n'est pas encore entrée. Il y a longtemps que les enfants dorment. Mon maître est revenu de sa dégustation de boulettes de riz à Imosaka, et il s'est enfermé dans son bureau comme d'habitude. Ma maîtresse, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle doit somnoler et rêver de patates douces. De temps en temps, un pouce-pouce rompt le silence en passant devant la maison, puis tout redevient encore plus calme et désert. Ma virile décision, mon ardeur, l'atmosphère de la cuisine, le profond silence des lieux, tout respire l'héroïsme. Qui suis-je donc, sinon l'amiral Togo des chats? Tout le monde ressent une certaine sensation d'exaltation en entrant dans ce genre de situation, malgré sa gravité, mais je sens aussi une grande inquiétude, tapie au fond de cette même exaltation. Souris et rats peuvent attaquer en grand nombre. Je n'en ai pas peur car je suis décidé à guerroyer, mais l'ennui est que je ne sais pas d'où ils vont sortir. Après un examen approfondi du théâtre des opérations, je trouve par élimination 3 directions d'où l'adversaire peut surgir. Si ce sont des rats d'égout, ils vont longer le tuyau d'écoulement en terre cuite, passer sous l'évier et contourner l'arrière de la cuisinière. Dans ce cas, je me cache derrière l'étouffoir et les intercepte sur le chemin du retour. Peut-être vont-ils faire un détour par la salle de bain, en passant par le drain en mortier de chaux et de paille qui sert à évacuer l'eau en vue d'une attaque par surprise de la cuisine. Lors, je prends position sur le couvercle de la marmite à riz et je leur saute sur le dos quand ils passent sous mon retranchement. Je regarde encore autour de moi pour découvrir un autre point favorable à l'ennemi, et je remarque un trou grignoté en forme de demi-lune dans le coin inférieur droit de la porte du placard. Cela doit lui servir de passage. Si l'un des ennemis charge de cette position, je le laisse passer en utilisant le pilier comme bouclier, et je lui plante mes griffes dans le ventre par une attaque de côté. Ils peuvent encore surgir du plafond. Je lève la tête vers la surface noire de suie brillant dans la lumière de la lampe, comme un enfer qu'on aurait suspendu à l'envers. Malgré la dextérité de mes pattes, je ne peux ni monter au plafond ni en descendre. Et d'abord, un rat ne va pas se laisser tomber d'une hauteur pareille, ce n'est pas la peine de me protéger de ce côté. Il reste quand même 3 directions d'où je peux craindre une attaque. Si elle vient d'une seule direction, je vous extermine rats et souris, même avec un œil fermé. De 2 directions, je pense pouvoir m'en tirer de quelque façon. Mais si on m'attaque des 3 côtés à la fois, j'ai beau être censé avoir l'instinct de la chasse aux souris, je me vois perdu. Et pourtant, il est en dessous de ma dignité de demander de l'aide à un chat comme Kuro. Que faire? Quand on ne sait que faire et qu'on n'a aucune idée pour résoudre un problème, la meilleure façon de se rassurer est de décider qu'il n'y a aucun problème, ni même la possibilité qu'il y en ait un. Tout le monde a tendance à vouloir considérer qu'une difficulté insurmontable ne se présentera jamais. Regardez ce qui se passe dans le monde. La mariée d'hier peut fort bien mourir aujourd'hui, mais l'époux ne parle que de vivre ensemble éternellement, comme des chaînes indestructibles, et ne montre aucun signe d'inquiétude. S'il n'est pas inquiet, ce n'est pas parce que cela n'en vaut pas la peine, mais parce que cela ne sert à rien. Quant à moi, je n'ai aucune assurance ferme qu'on ne m'attaquera pas de 3 côtés à la fois,
mais il est plus sûr pour ma tranquillité d'esprit de prétendre que cela ne sera pas. La sécurité est nécessaire à toutes les créatures, et elle m'est nécessaire également. En conséquence, je décide qu'on ne m'attaquera pas de 3 côtés à la fois. Malgré cela, je me sens encore un peu anxieux, et à force de réfléchir, je finis par comprendre. Mon anxiété vient de ce que je m'épuise à trouver une réponse claire à la question de savoir lequel de mes 3 plans stratégiques est le meilleur. J'ai un plan pour une attaque venant du placard, un autre pour faire face à une charge venant de la salle de bain, et je sais ce que je dois faire si l'assaut part de l'évier. Mais je suis écartelé entre ces 3 choix et je ne sais quel plan adopter. L'amiral Togo, dit-on, s'est torturé l'esprit pour deviner si la flotte de la Baltique passerait par le détroit de Tsushima, celui de Tsugaru ou celui de Soya plus loin. Dans la situation où je me trouve maintenant, je peux facilement imaginer par quels affres il est passé. Non seulement je ressemble à l'amiral de manière générale, mais je partage aussi son inquiétude dans cette situation particulière. Pendant que je me perds ainsi en considération, la porte coulissante avec son papier déchiré s'ouvre brusquement, et le visage d'Osan apparaît. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a ni bras ni jambes, mais que le reste de son corps est enveloppé dans l'obscurité et que seul son visage fortement coloré attire mon regard. Elle vient de rentrer du bain public, son visage rougeau encore plus flamboyant que d'habitude, et vient en passant vers la porte de la cuisine sans retard, probablement rendue plus prudente par l'affaire d'hier soir. Du bureau arrive la voix de mon maître, ordonnant de poser sa canne près de son oreiller. Pourquoi donc veut-il avoir sa canne près de son oreiller? Il n'a quand même pas la bizarrerie de se prendre pour le sicaire de la rivière Inshui et de vouloir écouter de la rivière Ishui et de vouloir écouter de la musique de flûte. Hier c'était une boîte de patates, aujourd'hui c'est une canne. Que verrons-nous demain? La nuit vient de commencer, et rats et souris vont encore se faire attendre un peu. Avant l'affrontement, je prends un peu de repos. Il n'y a pas de fenêtre à coulisses dans cette cuisine, mais il y a en échange une sorte de frise à meneaux d'environ 30 cm de large, qui a été aménagée pour laisser passer l'air en été et en hiver. Je me réveille, surpris par un coup de vent qui entraîne des fleurs de cerisier tombant sans regret, pour trouver sur les planches de la trappe l'ombre oblique de la cuisinière, portée par les rayons de la lune voilée qui s'est levée pendant mon sommeil. De peur d'avoir trop dormi, j'agite 2 ou 3 fois mes oreilles et je jette un coup d'œil autour de moi. Rien que le silence interrompu comme hier soir par le bruit de l'horloge. C'est l'heure des rats. D'où vont-ils venir? Un tapotement se fait entendre dans le placard. On dirait qu'un rat appuie ses pattes sur le bord d'une assiette et fait des ravages dans le contenu. C'est donc de là qu'ils vont sortir. Je vais m'accroupir près du trou du placard. Mais le rat se fait attendre. Puis le tapotement sur l'assiette cesse, et cette fois, il est remplacé par un bruit sourd qui s'interrompt parfois. Le rat a dû s'attaquer à un bol ou quelque chose de semblable. Et le bruit est juste à 10 cm devant mon nez, de l'autre côté de la porte. De temps en temps, un bruit de pas se rapproche jusqu'au bord du trou, mais s'éloigne ensuite et aucun rat ne se hasarde dehors. Que ne dois-je pas endurer? L'ennemi est en train de tout dévaster à une épaisseur de porte de moi et je dois patienter au bord du trou sans rien pouvoir faire. Les rats, assiégés dans le placard comme l'ennemi dans la baie de Port-Arthur, sont en train d'organiser un bal très animé. Si au moins Osan avait laissé ce placard entr'ouvert pour que je puisse y entrer. Stupide campagnarde! Voici maintenant que mon coquillage d'oreille de mer se met à teinter derrière la cuisinière. L'ennemi vient aussi de là. Je me glisse tout doucement vers lui, mais je ne vois qu'une queue dans un éclair, et tout disparaît sous l'évier. Un moment plus tard, la tasse à gargarisme cliquette contre la cuvette de métal dans la salle de bain. Au moment où je me retourne pour parer à cette apparition sur mes arrières, une énorme bestiole de près de 15 cm fait tomber un sachet de poudre dentifrice et court se réfugier sous la véranda. Je la poursuis pour lui couper la retraite, mais plus rien, on ne la voit nulle part. Attraper un rat est plus difficile que je ne l'avais cru. Je commence à me demander si j'ai vraiment la capacité innée de chasser les souris et les rats. Quand je vais à la salle de bain, l'ennemi charge du placard. Quand je surveille le placard, on surgit de l'évier. Quand je me tiens au milieu de la cuisine, on en profite pour s'activer un peu partout ailleurs en même temps. Est-ce de l'insolence ou de la lâcheté? En tout cas, l'ennemi n'est pas digne d'un gentilhomme. Je vole, je saute ici et là 15 ou 16 fois de toute mon ardeur et l'esprit tendu, mais j'aboutis à autant d'échecs. C'est regrettable, mais avec un ennemi aussi peu coopératif, l'amiral Togo lui-même n'aurait pu trouver aucune tactique. Au début, j'avais du courage, de l'animosité, j'avais même un haut sentiment du tragique, mais tout cela est devenu ennui, ridicule, envie de dormir et fatigue. Alors je m'assieds au milieu de la cuisine et me décide à ne plus bouger. Même si je reste immobile, l'ennemi dans son insignifiance ne peut tenter grand-chose, car je fais semblant d'être aux aguets dans toutes les directions. À la pensée que l'adversaire que je me suis choisi est en réalité un ramassis de lâches mesquins,
Le sentiment que la guerre m'apporterait de l'honneur disparaît. Il ne me reste plus qu'un arrière-goût de détestation. Au-delà encore de cette détestation... Au-delà encore de cette Pardon. Au-delà encore de cette Waouh. Ok, je reprends. Au-delà encore de cette détestation, je me sens découragé et indifférent. Puis j'en arrive à un solide mépris pour ces amateurs qui ne savent rien faire d'intéressant. Enfin, j'ai sommeil. Je finis par avoir très sommeil après ces réflexions. Je vais dormir. Le sommeil est nécessaire, même en territoire ennemi. De la jour ouvert en direction de l'avant-toit, un fort coup de vent porteur d'une tornade de fleurs de cerisier vient m'envelopper. C'est alors que le trou du placard livre passage à quelque chose qui en jaillit comme un boulet de canon, fend dans l'air, et vient me mordre l'oreille gauche avant même que j'aie le temps d'esquiver. Tout de suite après, une ombre noire passe derrière moi, et s'accroche à ma queue. Tout s'est passé en un éclair. Je saute en l'air machinalement pour essayer de faire tomber ces monstres, en y mettant toute ma force. Le rat qui a planté ses dents dans mon oreille est déséquilibré, et vient pendouiller comme une saucisse sur le côté de ma tête. Le bout de sa queue, souple comme un tube de caoutchouc, entre inopinément dans ma bouche. Je profite de cette chance inespérée en prenant sa queue entre mes dents et en secouant si violemment le rat à gauche et à droite qu'un bout de queue me reste dans la bouche, et le corps va s'écraser contre le mur tapissé de vieux journaux, puis retombe et rebondit sur la trappe du plancher. Je saute sur mon adversaire sans lui laisser le temps de se relever, mais c'est comme si je marchais sur une balle élastique. Il me glisse sous le nez et va s'accroupir sur le bord de l'étagère, du haut de laquelle il me regarde. Je ne peux que lui rendre l'appareil de mon plancher. Il est à 1,50 m de moi, et entre nous la clarté de la lune tend des rayons de lumière larges comme une grosse ceinture. Je concentre mes forces dans mes pattes de devant, et j'essaie de sauter sur l'étagère. J'arrive bien à y accrocher 2 pattes, celle de devant, mais les 2 de derrière pendent dans le vide. Le rat noir qui s'est accroché à ma queue tout à l'heure y est toujours suspendu, mordant à belles dents avec une vigueur que même la mort ne ferait pas fléchir. Je suis en danger. J'essaie d'affermir la prise de mes pattes sur l'étagère en les déplaçant plus avant, mais le poids qui pend à ma queue ne fait que l'affaiblir à chaque tentative. Si je glisse 2 ou 3 fois, je vais tomber. Ma situation est de plus en plus dangereuse. J'entends mes griffes racler furieusement l'étagère, et je me dis que je ne peux pas continuer ainsi. Je balance ma patte gauche pour assurer ma prise encore une fois, et je manque magnifiquement l'étagère, ce qui me laisse suspendu par une seule griffe de ma patte droite. Mon propre poids et celui du rat qui s'obstine à mordre ma queue me font balancer d'avant en arrière. Le monstre qui est resté sur l'étagère jusqu'à ce moment sans faire un mouvement en attendant l'instant propice choisit ce moment pour viser mon front et charger comme un rocher qui dévale une pente. Je lâche entièrement prise et nos 3 corps chutent sur le plancher à travers les rayons de lune. Le mortier qui se trouvait sur l'étagère du dessous, le seau et les boîtes de confiture vides qui étaient dans le mortier, tombent en invitant au passage un étouffoir rempli de cendres un peu plus bas, et tout cela se répand à moitié dans une jarre d'eau, à moitié sur le plancher. Un vacarme peu commun déchire la nuit, et me glace le sang, malgré la résolution mortelle dont je viens de faire preuve. « Au voleur !» Mon maître jaillit de sa chambre en hurlant d'une voix grasseyante. Il a une lampe dans une main et sa canne dans l'autre, et de ses yeux ensommeillés émane une lueur appropriée à la situation. Je me recroqueville doucement près de mon coquillage d'oreille de mer, et les 2 monstres disparaissent dans le placard. Mon maître, qui ne sait que faire, demande dans le vide d'une voix coléreuse qui peut faire tout ce tintamarre. La lune s'est déplacée vers l'ouest, et la ceinture de lumière blanche dans la cuisine est beaucoup plus étroite. Et c'est la fin du chapitre 5, les amis. Ça sera donc également la fin du live d'aujourd'hui. Nous passons à l'outro. Bonsoir Dimal, bienvenue sur le live, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va, j'ai encore à peu près apprécié cette deuxième partie de lecture. Parce que vraiment, je pense que ça devient de plus en plus une certitude au fur et à mesure du bouquin. Je préfère vraiment quand il y a de la narration que quand il y a du dialogue dans ce roman. Et je préfère vraiment quand c'est de la narration du chat que les dialogues et les monologues et les discours des humains dont je n'ai rien à faire. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'arrive mieux à me mettre dedans. Parce que la narration, je la trouve plus intéressante, plus fluide. Même en termes de style, je la trouve mieux écrite. Alors après, c'est peut-être uniquement mes goûts, bien sûr, mais voilà. Donc voilà, je suis un peu plus entré dedans.
malgré tout, en termes d'événements, etc., c'est encore redevenu un peu plus plat, il s'est encore un peu moins passé de choses, quoi. J'ai l'impression toutefois que dans ce chapitre, vraiment l'auteur a mis le paquet sur le côté humoristique. Et comme je le disais, on est à deux doigts du cartoon, quoi. Là, la chasse avec les rats, etc., qui fait débouler, le maître en pleine nuit pour crier au voleur parce qu'il y a eu le vol juste avant, etc. Voilà, je trouve que c'est très cartoonesque, voilà. Il y a un côté léger, il y a un côté humour qui est assez sympa, mais en soi, ça reste juste... Enfin, je sais pas, je trouve que ça reste juste, en tout cas dans cette fin de chapitre, suivre les divagations d'un chat, et c'est un peu s'amuser du fait que, oh c'est un chat et il fait des bêtises de chat. Moi les bêtises de chat ça m'a jamais fait trop marrer, j'ai jamais été attendri à la folie. Alors j'aime les chats, j'aime les animaux, y a pas de souci, mais j'ai jamais été gaga, attendri et tout, et du coup, bah là je suis pas du tout en mode oh il fait le con, c'est trop marrant, c'est trop mignon. Je suis juste en mode ouais bon ok, il dit rien. Bah, voilà. Donc franchement, je reste encore mitigé. Ce chapitre était beaucoup plus digeste quand même que le chapitre 2 et 3 par exemple. En fait, pour le moment, je dirais chapitre 1, à mon goût, excellent. Chapitre 2 et 3, horrible. Chapitre 4, ok, pourquoi pas. Et chapitre 5, sympa. Je dirais sympa. Enfin bon, après, ce sont mes avis. Et Zikael qui réagit aussi, qui nous dit les dialogues sont nazes, faut le dire. C'est pas moi qui le dis. Et qui dit aussi il y a des longueurs, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'il y a des longueurs, et là je m'en suis particulièrement rendu compte dans le fait que de nombreuses fois, je me suis fait la réflexion intra-tétos. C'est comme intramuros, mais c'est dans la tête. Je me suis fait la réflexion intra-tétos de me dire putain, mais il a pas déjà dit ça. Et en fait, moi, c'est là où je vois des longueurs aussi beaucoup, c'est que j'ai l'impression qu'il ne fait que se répéter. J'ai l'impression il y a des moments où, pendant tout un paragraphe, il y a genre 10 phrases où il dit la même chose pendant 10 phrases de manière différente. Et je suis en mode, bon, c'est bon, gros, on a compris. Enfin, ouais. Surtout que il insiste sur des choses pas forcément dinguissimes parfois, donc bon. Depuis le début, il répète la même chose dans chaque partie, nous dit Zikael. Alors après, c'est affreux, ça tourne en rond. Non, mais je comprends ton sentiment, Zikael. Après, j'irai pas jusque-là, parce que je dirais quand même qu'il y a des choses intéressantes. Je trouve quand même que c'est assez bien écrit, que le style est assez bon et tout. Et que bah, la narration du chat, c'est intéressant sur certains points. Ça peut débloquer des situations marrantes ou cocasses, aussi de réflexion, comme je le disais, un peu philosophique sur les hommes. Presque métaphysique aussi parfois. Enfin voilà. Donc tout ça j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu moins présent et c'est de moins en moins présent, j'ai l'impression. Un chapitre il fait le mégalo, il répète la même référence 4 fois en 3 pages. Puis il fait le gogol le chapitre d'après. Zikael, ça sert à rien. Ah oui, Zikael, a priori, t'es vraiment plutôt dans la détestation de l'œuvre, même carrément. Non, mais je peux comprendre après. C'est sûr que les lectures ne sont pas pour tout le monde les mêmes, hein. Alors, Dimal, ce que je trouve intéressant, c'est que ça nous fait découvrir la vie quotidienne des Japonais. Hmm. Alors, j'aimerais partager ton avis, mais je trouve qu'on en apprend pas beaucoup sur la vie des Japonais, pour être franc. J'aimerais partager ton avis, mais jusqu'à maintenant, je vois pas trop où on apprend de la vie des Japonais, j'avoue. Moi, ce qui me plaît davantage dans l'œuvre, comme je disais, c'est plutôt les réflexions philosophico, métaphysico, spiritualito sur l'homme, etc. Ça, ok, ça me plaît à peu près. Même si, en fait, le truc qui me dérange beaucoup, mais on en a souvent parlé aussi avec Zika, c'est que il y a beaucoup de personnages que je trouve insupportables, détestables, antipathiques, etc. Et je trouve que le narrateur qui était intéressant dans sa spécificité, dans sa singularité d'être un chat,
bah parfois ça se perd et parfois il se rapproche tellement de l'homme, et lui-même dit qu'il veut se rapprocher de l'homme, ce que je trouve un peu dommage quoi, enfin ouais. C'est que du coup, on arrive parfois, en tout cas sur ce dernier chapitre et sur la dernière partie de lecture en particulier, il y a des moments où je me suis dit, putain, mais en fait, même le chat, c'est un connard, quoi. Enfin, genre, il y a vraiment. Bah, Zika disait que c'était un mégalo, et ouais, je le sens un peu comme ça, quoi. Parce que autant c'était utilisé pour l'humour, du coup, c'était drôle. Ça pouvait avoir un côté drôle. Mais là, il en fait trop, je trouve. Je trouve que c'est pas assez subtil, peut-être, sur certains trucs. C'est pour ça que. C'est pour ça que sur ce chapitre, je trouve que ça tire limite sur le cartoon. Parce que je trouve que les traits sont trop foncés. Pour Zikael, c'est des tiers sur la tier list, un gros dé comme les diaboliques. Je me rappelle même plus des notes que j'avais mis aux diaboliques, etc., ni de mes catégories que j'avais fait. Mais je dois être franc, je pense que je le mets au même niveau que les diaboliques pour le moment dans ma tier list. Je dois être franc là-dessus, j'avoue. Alors, Dimal, c'est pas une histoire épique comme un Cro-Blanc ou un appel de la forêt. C'est dans l'esprit de la philosophie zen japonaise. C'est plutôt contemplatif. Ok, ouais, bah on peut... En fait, je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à entrer dedans. Même si, encore une fois, en fait, pour le moment, il y a une moitié que j'ai détestée, et une moitié avec laquelle je suis en mode ouais, ok, sympa, voire que j'ai trouvé très bien. Vraiment, le chapitre 1, en fait, c'est ça qui me... C'est peut-être pour ça aussi que je suis dur, entre guillemets, c'est que j'ai eu une petite déception, quoi. Dans le sens où le chapitre 1 m'avait vraiment pris. Le chapitre 1, j'étais vraiment en mode ah putain, ça va être trop bien. Et après, il y a eu un gros down, je trouve. Mais ouais, je peux comprendre. C'est vrai que là, il y a eu des réflexions sur Confucius, etc. En fait, le truc, c'est que j'essaie de me mettre dans ce mood, je pense aussi, pour mieux apprécier. Et je pense que c'est pour ça que ça passe un peu mieux avec le chapitre précédent et ce chapitre. C'est que j'essaie de me mettre dans ce mood, de me dire, ok, l'humour est ultra léger. C'est plus du comique, enfin c'est plus du... En fait moi quand tu me dis zen etc, justement je vois un humour un peu à ce truc là. C'est-à-dire, tu sais, un humour très léger et très cruel en un sens moi je trouve, mais bon bref. Mais en fait très silencieux. C'est vraiment en mode regarder les gens stupides être stupides quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. J'ai du mal à cerner la sensation, mais sauf que malheureusement ça me fait pas ultra rire quoi. Enfin je sais pas. Dis mal, c'est peut-être parce que j'ai vécu 5 ans au Japon que j'aime bien cette œuvre. J'y retrouve l'ambiance de la vie japonaise. Ouais bah c'est sûr que franchement, enfin oui ça doit forcément aider à comprendre l'œuvre aussi, je pense. Mais de toute manière, c'est clair, hein, malgré tout ça, c'est ce que je disais à la pause tout à l'heure, malgré tout ça, étonnamment, j'ai une ambiance japonaise dans la tête. Il y a vraiment des passages, il y a vraiment des moments, des images. C'est ce que je disais tout à l'heure à la pause. Je vais répéter vite fait vu que t'étais pas là, dit mal. Mais je trouve, je sais pas l'expliquer, mais je trouve qu'il y a des éléments dans le séquençage, dans la manière dont sont installées les scènes et rythmées les scènes, qui personnellement me fait beaucoup penser au manga. Alors comme je disais tout à l'heure, le manga c'est pas toute la culture japonaise, mais c'est vrai qu'il y a des passages où vraiment je l'imagine très bien dans un animé ou dans un manga. Parce que je sais pas expliquer, mais il y a ce côté japonisant de... En fait, je vais vous donner un exemple qui est un peu bizarre. Euh, En fait, pour moi, il y a l'humour, c'est-à-dire l'humour où on te laisse montrer que les gens sont idiots et tout le monde rigole en mode haha, regardez comme il est idiot. Et il y a aussi ce côté, comme tu disais, contemplatif, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a un peu ce... Ah, je sais pas comment je vais décrire ça, c'est trop dur à décrire. Dans les animés, parfois, même souvent, je dirais, il y a des tout petits passages, je dirais,
d'ambiance métaphorique un peu. Je vais prendre un exemple. Euh... Ouah, sa mère là. Oh putain, j'ai failli. Oh, sortir une insulte. Ouah, ouf, 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 ouf. Désolé, comme je vous le disais plus tôt, je me fais dévorer par les insectes et j'ai plein de boutons sur les jambes. Et là, je viens de me gratter et ça m'a fait trop mal. Oh, je suis un connard. Ouf, 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 ouf. J'espère que vous l'entendez pas au micro parce que je ne fais que ça de me gratter, c'est désagréable. Donc oui, j'allais dire, dans les animés par exemple, en ce moment je remate Naruto. Et, et un truc qui se fait très souvent, c'est de totalement quitter la scène et de partir sur un côté et juste on a deux trois images où on voit un coucher de soleil avec des animaux qui se baladent dans le décor ou des trucs comme ça. Alors c'est un truc bien sûr qui a lieu dans tout film, toute série, toute, toute animation, etc. Mais c'est vrai que dans le manga, dans l'animé, je trouve que ça fait partie de l'ADN. Et je trouve que vraiment sur un épisode de 20 minutes, il va y avoir plein d'entrecoupures de scènes où d'un seul coup tu vas juste voir des oiseaux prendre leur envol dans les arbres, des trucs comme ça, et qui parfois sont la métaphore de ce qui est en train d'advenir entre les personnages. C'est-à-dire que je prends un exemple très concret. Par exemple, à un moment dans Naruto, ils sont un groupe de trois et il y en a un qui est vraiment en colère et qui se fait mettre à mal par les deux autres et les deux autres sont d'accord et lui il est pas d'accord. Et puis la scène d'après, tu vois trois oiseaux en train de voler et il y en a un des trois qui se sépare du reste du groupe. Ça, je trouve que c'est vraiment très typique de la poésie japonaise, on peut dire, en tout cas de la poétique japonaise. Et j'ai l'impression de retrouver un peu ça dans la mise en scène de Je suis un chat par moment. Enfin, c'est l'un des éléments que j'ai l'impression de trouver qui me fait penser à ça en effet. Dit mal, la répétition est vraiment dans la culture japonaise, que ce soit dans l'ikebana, la cérémonie du thé, les arts martiaux. On passe son temps à répéter en boucle les mêmes choses, les mêmes mouvements. Ah ok. Ah bah ça pour le coup, j'en savais rien. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que m'a fait mon père quand je parlais de cette œuvre avec lui en off. Et c'est une réflexion aussi que m'ont fait deux trois personnes en commentaire ou en discussion, je sais plus. Mais c'est vrai que aussi, peut-être tout simplement, il y a des choses que je ne tilte pas parce que c'est la manière d'écrire japonaise. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que on connaît tellement peu la culture japonaise. Moi, franchement, je la connais par les mangas parce que j'en ai pas mal consommé, par les animés, mais c'est pas toute la culture japonaise. Et je pense que c'est tellement une culture différente drastiquement que c'est vraiment dur de saisir en fait ce qui est, comment dire, étrange parce que c'est une autre culture, ou ce qui est étrange parce que nous on ferait pas comme ça et ça semble bizarre du coup. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dit mal, c'est exactement ça, c'est caractéristique de la culture japonaise de ne jamais aborder les choses de front, mais de tourner en boucle autour du sujet, du problème. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu ce genre de choses. Après, ouais. Après, je vais pas entrer dans ce genre de débat. Parce qu'après, bah, ça implique plein d'autres choses. Ça implique plein d'autres choses, mais c'est vrai que genre moi je me suis beaucoup plaint des personnages en trouvant qu'ils sont tous menteurs et qu'ils sont tous antipathiques et ainsi de suite. J'ai des gens, mais bon, c'est encore une fois c'est hyper caricatural et c'est pas forcément la vérité. Attention à comment vous interprétez ce que je vais dire, les amis. Voilà, je prends des ultimes pincettes. Mais c'est vrai que j'ai des gens qui m'ont dit ah ouais mais les Japonais c'est des gros faux culs, moi j'en côtoie beaucoup, etc., etc. Et cetera. Et en fait le truc c'est que voilà c'est on a tellement une dichotomie, enfin on a tellement un gap gigantesque de culture que ce qui pour eux est normal et respectueux, bah par exemple moi j'ai des gens que je côtoie, qui côtoient des japonais, qui prennent ça comme une marque d'irrespect et de bah il ose pas me dire les choses, il me ment, il me machin, il est pas franc et ainsi de suite.
Donc en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est tellement une culture différente qu'il faut essayer de se mettre dans une grille de lecture et de compréhension un peu décalée. Il faut essayer de vraiment faire un effort psychologique, de se décaler et de se mettre dans un autre mode de pensée que le sien. Enfin voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mal, c'est la difficulté du Japon, ça ressemble à première vue à un pays occidental, mais dès qu'on creuse un peu, on découvre un mode de pensée à des années-lumière de notre mode de pensée. Bah ouais, voilà, je pense qu'on est vraiment très très différents. Mais bon, c'est intéressant et c'est cool de faire cette démarche d'aller voir un petit peu ce qui se fait. Et pour le moment, comme je le disais, je suis vraiment mitigé dans le sens où il y a des choses que j'ai adorées, d'autres que j'ai beaucoup moins appréciées. Mais malgré tout, c'est pas une comment dire, c'est pas une expérience que je regrette, bien au contraire. Je suis très heureux d'avoir commencé cette lecture en votre compagnie parce que j'ai un peu justement, c'est un peu, je me répète encore une fois des lives précédents, mais c'était un peu ma démarche de me dire, allez, on va aller glaner un petit peu des œuvres dans toutes les cultures du monde, le Japon, la Russie, toute la culture du monde. Je vais pas citer tout, sinon je vais en oublier et je vais faire des malheureux. Mais voilà, je trouve ça cool d'avoir des échantillons et de pouvoir s'essayer un peu à tout. Donc voilà, dans tous les cas. Dans tous les cas, ça reste une bonne expérience. Euh, alors, attention, encore une fois, je me répète, je ne déteste pas l'œuvre. Il y a quelques passages que j'ai vraiment détestés, mais sinon, je déteste pas l'œuvre en elle-même. Mais juste pour résumer ma pensée sur la curiosité que j'étais en train de développer, il y a une expression toute con que j'ai apprise il y a pas si longtemps, genre dans l'année, je pense, mais que j'adore et qui traduit vraiment ce que je pense sur plein de choses. Faut tester avant de détester. Et du coup, je suis content de faire la démarche de tester parce que je peux pas détester et cracher sur la gueule d'un truc si j'ai pas fait l'effort d'essayer de m'y mettre, de le comprendre, de l'assimiler et tout simplement de le tester. Donc voilà, faut tester avant de détester. Je dis pas que je déteste encore une fois, mais je suis content d'avoir essayé et après, bon, ça me plaît pas, ça c'est les goûts et les couleurs. Mais ça reste une bonne expérience dans tous les cas. Je comprends qu'on puisse avoir du mal avec cette culture, c'est pour ça que je suis parti. Je ne me voyais pas élever mes enfants dans cette culture. Je la comprends, je l'apprécie dans une certaine mesure, mais je n'y adhère pas complètement. Ouais, de toute manière, mal, on est forcément... Enfin, je pense, quand on est critique, je pense qu'on peut forcément jamais adhérer à quelque chose, à un mode de pensée à 100%, etc. etc. donc ouais. Mais c'est ça qui est bien justement, c'est ça qui est bien, c'est... Enfin voilà. C'est pour ça que j'aime bien la discussion qu'on est en train d'avoir et voilà. Même si je me prends un peu les... Même si j'ai un peu du mal à m'exprimer du coup, parce que c'est des sujets tellement vastes et variés. Mais dans le sens où ouais, en fait tout est dans la nuance. On n'est pas forcément tranché, on n'est pas dans la condamnation et machin. Donc voilà. Je fais l'effort entre guillemets avec plaisir d'aller découvrir ça. Et je suis content que vous le fassiez avec moi. Et puis j'espère que peut-être ça plaira à certains d'entre vous. Moi, ça me... voilà, je vais dire... comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des chapitres que j'ai détestés, il y a des chapitres que j'ai trouvé géniaux et des chapitres que j'ai trouvé sympas. Sans plus. Ça dépend vraiment. Oui, je pense que c'est l'intérêt de cette œuvre. Elle permet de découvrir cette culture sans nécessairement l'apprécier. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin voilà, je vais cesser mes palabres. Parce que sinon, je vais me répéter, je vais tourner en boucle. Parce que là, je vois que l'outro, elle a déjà duré bien longtemps. Les amis, je regarde rapidement le chapitre 6, combien de pages il fait. Ouh, il a l'air long. Ouh, il a l'air long, il a l'air long, il a l'air bien long. 260, donc ça nous fait... Ça nous fait 36 pages. À dose de 12 pages, bon, il y a moyen que ce soit... Ok. Je pense qu'on fera 3 fois 12 pages ou un truc à peu près comme ça la prochaine fois. Donc ça sera vendredi. Pour le chapitre 6, les amis, on se retrouve vendredi. Chapitre 6 de Je suis un chat de Natsume Soseki. Comme d'habitude, sur la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un dislike selon votre appréciation sur l'œuvre, sur le live. N'hésitez pas également à commenter,
à participer au débat qu'on vient d'avoir avec Dimal, avec Zikael et ainsi de suite, ou même à parler d'autres choses. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter, de toute manière, ça fait plaisir de parler avec vous de l'œuvre ou des lives et ainsi de suite. Je vous rappelle que jeudi, je suis chez Cora à 21h pour un débrief du jeu de rôle qu'on a fait pendant des mois, The Twitcher. Je vous rappelle que vendredi, il y a la lecture à 21h de Je suis un chat Natsume Soseki chapitre 6. Je vous rappelle que dimanche à 15h, il y a live de découverte de l'univers de League of Legends avec un épisode sur Garen. Que dimanche à 21h, il y a la veillée du dimanche sur Discord. Si vous voulez parler, jouer avec moi. Et puis, on est pas mal. Demain, il y a la match de Sea of Thieves. Donc je pense la jouer. En fait, je pense la jouer en privé, mais pas faire de live dessus à cause des raisons que je vous ai évoquées en introduction, malheureusement. Mais j'aimerais bien en même temps vous faire la présentation de cette mage, donc je vais voir. Si mon PC se porte mieux, peut-être que je ferai un live. Sinon, tant pis, je profiterai de ma soirée à découvrir la mage en privé. Et puis, The Wolf Among Us, je sais pas quand est-ce que je vais réussir à caler des lives pour faire la suite du coup. La seule soirée que j'ai, ça serait samedi, mais après, ça peut ne pas être en soirée. Bref, comme d'habitude, Facebook, Twitter ou Discord pour être au courant. Et puis voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Merci pour cette soirée d'Imal, Zikal, de m'avoir accompagné, ça fait plaisir. Bonne soirée, bonne nuit à tous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, ou une prochaine découverte. Bye bye.